Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette édition 2024 du DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA du Dunk Hebdo NBA podcast. Le DH20, on vous en parle toute l'année, alors on a hâte de vous faire découvrir cette édition 2024. Avec moi aujourd'hui, j'ai Adrien, Constant, Madiam et Tom. Comment ça va les gars aujourd'hui? Ça va. Coucou, la forme. On y est. Ça y est. Après des mois de préparation, on y est. Le mot est juste. Constant donc, c'est aujourd'hui le premier des 3 épisodes des H20. Alors oui, il n'y en aura que 3 cette année, mais ils seront beaucoup plus longs, beaucoup plus denses que ceux de l'année précédente où il y en avait eu beaucoup. C'était assez fatigant pour nous. Donc comme chaque année, on va commencer aujourd'hui en vous parlant de nos critères, revenir un peu sur le classement de l'année dernière, et puis aussi parler des joueurs qui ont raté le cut, le classement de peu. Petite nouveauté par rapport à l'année dernière, on va également dévoiler les joueurs classés de la 20e à la 17e place. On le sait, vous êtes très nombreux à écouter le DH20 chaque année, à nous découvrir avec le DH20 chaque année. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et également sur YouTube. Petite nouveauté aussi cette année, c'est une nouveauté aussi pour l'équipe, je les ai même pas prévenus. SpeakPipe cette année, c'est une application qui vous permet d'envoyer des messages audio à l'équipe. Je vais mettre le lien dans la description et n'hésitez pas à nous envoyer un message pour réagir au podcast. On sait qu'il y a eu quelques questions par rapport aux interactions l'année dernière, donc on a mis ça en place pour que vous nous donniez vos avis, surtout quand vous n'êtes pas d'accord. Et on va récolter tout ça, puis on en parlera dans un épisode un peu plus tard. Ça, on va prendre notre temps pour bien répondre à tout ça. Le lien est dans la description. Alors, comme chaque année, je le sais, vous mourrez d'envie de réagir, mais vous mourrez aussi d'envie d'entendre ce DH20. Alors, Adrien, Constant, Madiane et Tom, est-ce qu'on est prêts? Est-ce que la guerre est lancée? Il n'y a pas de La guerre. guerre, je sais pas, mais Ça n'existe on est pas, prêt. les gars. Oui, c'est vrai. On est plutôt d'accord cette année. Petit spoiler. Eh bien, on marque une pause et puis c'est parti pour le DH20 édition 2024. Alors, petit rappel nécessaire, le DH20, c'est donc le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA, un classement au moment T. Actuellement, on n'est pas un classement sur la saison dernière, on n'est pas non plus sur une prévision. Alors, comment est créé le DH20? C'est un rappel nécessaire parce que je l'ai dit, vous êtes nombreux à nous découvrir à l'occasion de ce DH20. Donc, durant l'été, les membres de l'équipe Dunk Hebdo, ici présents, ont fait leur classement. On les a réunis, ça nous a donc donné 5 classements différents, plus 1. Ce plus 1, c'est le classement des auditeurs, on vous a fait voter pendant l'été. On a donc 6 classements, on a toujours un même système de points, c'est-à-dire qu'une première place nous permet d'obtenir 20 points pour le joueur cité en première place, 19 pour une deuxième place, on descend 1 point pour une 20e place et 0,5 points pour une 21e place. La 21e place qu'adore Adrien, je sais, c'est sa place favorite. Il en a mis un cette année. Il en a mis un cette année. Alors, précision importante, aujourd'hui, on va seulement discuter des joueurs qui ont obtenu un vote, soit chez nous, soit chez les auditeurs. Il y a des joueurs qui se sont classés 23, 24, 25 chez nous. C'est la même chose chez les auditeurs. On ne discutera pas de ces joueurs-là parce qu'on a déjà un programme assez chargé. Donc, c'est la tradition. J'enchaîne. Pour débuter un DH20, on doit d'abord parler du classement de l'année dernière. Le classement de l'année dernière s'affiche d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Pour les autres, je vais l'écrire dans la description du podcast. Vous ne serez pas lésés. Alors, Adrien, ordre alphabétique oblige. Je vais commencer par toi. Est-ce que tu as un regret par rapport au DH20 2023? Spoiler, on en a un peu parlé entre nous. Moi, pas trop de regrets sur 2023. Globalement, il est assez fidèle, mon classement 2023, par rapport à ce que je pensais à ce moment-là. Alors forcément, j'ai évolué depuis. Si je devais peut-être en émettre un léger, c'est la surréaction, pour le dire en bon français, surréaction peut-être sur une saison, sur une campagne. Et on en reparlera notamment aujourd'hui, peut-être autour de De'Aaron Fox. Et on en parlera peut-être autour d'un autre joueur où on va s'écharper entre nous. Mais globalement, voilà. Hormis cet essai maintenant cette année de moins surréagir sur une saison, globalement, j'étais à peu près satisfait en 2023 et j'espère l'être encore en 2024. Est-ce que tu étais aussi satisfait, Constant, de ton DH20 2023? Ah ouais, j'ai moins de regrets sur le DH20 2023 que sur le 2022, le El Famoso, à jamais dans les mémoires. Mon DH20 2022, non, sur le 2023, honnêtement, pas trop de regrets. Je trouve que, même si a posteriori, je ne referai pas le même DH20, mais je suis plutôt content et je suis plutôt en accord avec la façon dont j'avais conçu le classement au moment de faire le DH20 2023. Après, les quelques regrets, c'est pas tant sur le choix des joueurs que sur leur positionnement, c'est-à-dire que il y a peut-être quelques joueurs que j'ai un peu surévalués
de par leur campagne de playoff, notamment Devin Booker. On en parlera forcément à un moment dans ce DH20 de cette année. Après, tu vois, sur mon bas de DH20, les noms ont pas mal changé cette année par rapport à l'an dernier, mais je trouvais que c'était encore une fois cohérent, même si il y a quelques noms, par exemple Tyrese Haliburton, que j'aurais peut-être dû mettre malgré tout, et j'aurais peut-être dû un peu plus m'écouter, comme Tom l'avait fait d'ailleurs sur le DH20 l'an dernier. Et sinon, un regret, Jaylen Brown. Là, pour le coup, c'est un vrai regret. C'est, je pense que personnellement, et je sais que c'était en partie, enfin, c'est pas tant un classement de par ses performances qu'une surréaction d'une hate que nous on trouvait injustifiée de la part d'une certaine partie du Twitter NBA et d'une certaine partie de la fanbase des Celtics. Spoiler, on reparlera peut-être ou peut-être pas de Jaylen Brown dans ce DH20 2024, mais toujours est-il qu'à posteriori, je pense que je me suis pour le coup laissé un peu trop influencer par ce qu'a pu dire un peu la twittosphère de Jaylen Brown que par mon pur avis personnel sur le jeu. Moi qui avais Jaylen Brown dans mon DH20 l'année dernière, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Constant. Je me permets de m'incruster à ce moment-là avant de relancer Madiane puis Tom. Alors moi, plutôt que des joueurs, c'est juste plutôt sur des concepts. Alors mon regret, c'est l'incapacité à réagir aux pics et aux creux. Le thème de mon DH20, c'est les creux de performance, moi, plutôt, cette année. C'est-à-dire qu'on avait un échantillon 2022-2023 assez faible. On va en parler. Beaucoup de joueurs ont raté beaucoup de matchs. Donc, échantillon plus court. Et on a dû extrapoler beaucoup de performances et je pense que je me suis un peu enflammé sur certains joueurs. Et puis, je pense que j'ai trop donné d'importance à la saison régulière. J'étais un peu tombé dans une caricature la saison dernière et j'ai rééquilibré playoff saison régulière, pardon. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai donné trop d'importance aux playoffs et là, je veux en redonner à la saison régulière parce que, n'empêche, être bon sur 82 matchs, ça a beaucoup d'importance. Madiane, des regrets par rapport à 2023? Un premier regret, c'est effectivement, je n'avais pas le même leader que l'ensemble des autres membres du podcast. En vrai, là, je me suis plutôt enfermé par refus de la réalité que par réelle analyse basket. Petit regret là-dessus. Autre chose, c'est effectivement l'extrapolation des performances. C'est très difficile en fait dans ce genre d'exercice comme celui de l'an dernier, notamment quand les joueurs ont largement dépassé la trentaine. Parce que là, les performances passées ne présagent vraiment plus des performances futures. Et on l'a vu, quand il faut faire la différence entre ces joueurs-là sur lesquels on a extrapolé, quasi systématiquement déçus. Qu'il ne faut pas trop passer un certain cap dans la carrière, juger sur des performances qui ont lieu il y a 3 ans. Elles ne veulent vraiment plus rien dire pour ces joueurs-là. Il faut absolument l'avoir revu sur le terrain en play-off pour bien pouvoir l'analyser complètement. Et les retours de blessures sont plus difficiles. Donc s'il n'a pas pu jouer ou s'il a manqué les play-offs, c'est qu'il y a souvent des raisons sous-jacentes et il faut les prendre en compte quand on essaie d'extrapoler le niveau du joueur. Eh bien, Tom, à toi, des regrets par rapport à 2023? Quelques biais de récence, je pense. Je me suis laissé enflammer notamment par Jamal Murray, qui sort d'un run historique, et j'avais donné beaucoup de valeur à cette notion de shotmaking. Donc, je pense que un peu de biais de récence par rapport à lui. Et sinon, autre regret, j'ai peut-être trop tardé pour me mettre à jour sur Jalen Brunson, potentiellement, puisque je l'avais déjà dans mes petits papiers, mais je trouvais que c'était trop court. Alors que finalement, il avait tout pour y être. Un nom dont on va beaucoup parler, Jalen Brunson, spoiler de la suite. Il y a du coup les regrets d'un côté et il y a une évolution des critères. Les gars, allez, je vais reprendre l'ordre alphabétique, mais je vais un peu le mélanger là. Je vais vous tenir en haleine. Madiane, je vais commencer par toi. Est-ce que tes critères ont évolué? Oui, un tout petit peu. J'avais une pondération plus play-off que saison régulière, mais j'y ai ajouté un autre critère qui était de vraiment regarder aussi les campagnes un peu complètes, notamment quand les joueurs manquent beaucoup les campagnes, sont absents, ne se qualifient pas. Ça a été plus rédhibitoire. Ça va se voir très fort sur un joueur et c'est clairement un contexte que je prends plus en considération et je regarde un peu plus aussi des stats de présence et d'absence dans les effectifs
pour savoir comment se comportent les équipes en présence et en absence du joueur, pour voir si le joueur est valuable ou pas, parce que parfois des joueurs de ce classement ne sont pas des joueurs à impact aussi fort que ce que j'aurais attendu de leur part, et je le prends en compte maintenant dans ce classement. Adrien, oui, je vous tiens tous en haleine. Adrien. C'est plus du tout l'alphabétique, par contre. Plus du tout. C'est pour la suite parce qu'en fait, on a un ordre qui est établi pour les prises de parole sur les joueurs, donc je veux que ça soit un peu disséminé. Vas-y, Adrien. Alors évidemment, sur les critères, Tom a déjà commencé à évoquer ce point-là. C'est vrai qu'on en avait déjà beaucoup parlé l'année dernière, mais j'y reviens. C'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon, quand on fait un classement individuel dans un sport collectif, il y a toujours ce souci, je mets des guillemets parce qu'on n'est pas vraiment, mais en tout cas cette conscience du biais qu'on peut avoir par rapport à certains joueurs, certains styles de joueurs aussi, mais aussi ce biais, il influence toute l'évaluation qu'on a parce que c'est aussi des joueurs qu'on a plus ou moins vus pendant l'année, donc on va plus ou moins évaluer positivement. Généralement, le biais va aller plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, je continue de l'admettre. Disons que moi, je suis dans une continuité. J'ai toujours ma façon un peu de penser mon DH20 dans un système de... tiens, ceux qui nous ont suivis cet été verront bien de quoi je parle, de draft fantasy. Si on veut, si je devais reconstruire une équipe et dans quel ordre, surtout en haut du tableau, je prends les options 1. Ensuite, voilà, il y a ma problématique centrale, elle est un peu d'à quel moment je bascule des options 1, des joueurs que tu as envie de prendre en premier si tu construis une équipe qui sont des franchise players renommés, affirmés, pour citer, vous verrez dans quel ordre, mais les Jokic, Giannis, Doncic, etc. Et à quel moment les très bonnes options 2, les joueurs peut-être un peu plus scalables ou qui ont des skills auxquels j'accorde plus de valeur dans un effectif, un contexte d'effectif global, à quel moment ce groupe de joueurs-là va prendre le pas sur des options 1 qui ont peut-être des faiblesses un peu plus accentuées, enfin qui demandent plus d'efforts, en tout cas si tu dois construire un effectif. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai essayé de construire mon DH20, et c'est aussi pour ça, et j'en reparlerai quand on aura différents débats, où j'ai quelques tiers un peu particuliers, avec un tiers que je vais qualifier de vieux, un tiers point d'interrogation. Je parlais tout à l'heure des joueurs qu'on a peu vus, que ce soit pour une question de blessure, mais aussi pour le hors-terrain. Cette année, il y a quand même un joueur qui pose un cas, et puis il y a un cas unique, qui est celui, on va le citer quand même, spoiler, il sera là dans cette histoire de DH20 de Kawhi Leonard, qui pour moi est un peu tout seul, parce que j'ai justement, pour toutes ces questions, en pesant tout ça, j'ai eu un peu de mal, je l'ai mis comme une espèce de limite quelque part, on en reparlera à ce moment-là, mais voilà, c'est surtout cet axe de pondérer les groupes et les styles de joueurs que j'ai essayé d'un peu affiner cette année. Rappelons que nos classements, et on le précisera pendant tout le DH20, sont divisés en tiers, donc en groupes de niveau. Il n'y a pas de tiers pour chaque prédéterminé pour l'équipe. Chacun fait un petit peu sa sauce. Constant, je vais revenir vers toi. Alors, une adaptation cette année? Je pense que l'adaptation que j'ai fait cette année, c'est que Adrien en parlait. L'an dernier, j'avais essayé de donner des lauriers aux secondes options. Là, cette année, les secondes options, je suis arrivé, j'ai fait, alors, ça va être difficile pour vous de rentrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de très bonnes premières options. Je pense que la plus grosse adaptation que j'ai fait cette année, c'est pas une révolution par rapport à mon classement de l'an dernier, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de premières options, c'est que j'ai beaucoup plus valorisé la capacité à avoir une charge offensive élevée sur ton équipe, quitte à ce que ça peut parfois pêcher sur l'efficacité. Hein, on en parlera sur certains profils. Alors bien évidemment, tous les classements que nous faisons, vous faites n'importe quel classement, ont des points de friction. Il y a des points qui peuvent être contestables, il y a des classements qui vont à l'encontre de ce qu'on dit, donc il y a toujours une part de subjectivité dans le classement. Mais j'ai essayé d'appliquer cette règle au maximum, et j'ai essayé, hormis pour quelques joueurs dont on parlera peut-être ou peut-être pas dans cet épisode, de régulariser ou de récompenser la régularité de saison régulière. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui jouent 30 matchs et il y a des joueurs qui, pendant 7-8 saisons, jouent plus de 65 matchs et performent à des taux ou à un niveau très élevé. Donc voilà, j'ai essayé quand même, c'est pas un top 20 de l'héliocentrisme, mais c'est quand même beaucoup récompenser les joueurs qui ont une forte charge offensive de leur équipe et qui sont capables justement en play-off de supporter cette charge. Et après, sinon, essayer toujours de trouver ce mix difficile entre performance en play-off et performance de saison régulière, tout en récompensant malgré tout les joueurs qui sont souvent là en saison régulière.
Je vais m'incruster là, Tom, avant de donner la parole, parce que moi, c'est justement un point sur lequel j'ai beaucoup insisté. Alors moi, il y a eu un vrai changement de paradigme dans ma manière de réfléchir le DH20. C'est que je suis passé de critères de répétition de pic à des critères de capacité du joueur à éviter les creux. Ce qui change beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est en posant mon DH20 pendant les premières semaines, en voyant que j'avais des gros problèmes, parce que certains joueurs avaient des pics très, très élevés, mais qui avaient un énorme delta avec leur creux. Donc, comme l'a dit un peu Constant, j'ai voulu donner beaucoup de crédit aux joueurs qui réussissent à être à 75% de leur niveau pendant 80% des matchs de saison. Comme je le dis chaque année, moi, j'ai un système de notes que je vais donner défensivement, offensivement. C'est un peu du 2 tiers, 1 tiers. Je donne beaucoup plus de crédit à l'attaque. Petite aussi adaptation cette année. Quand un joueur est vraiment dans un tiers ultra élevé, A+ défensif, A+ offensif, j'ai considéré cela comme un vrai point positif. Donc en fait, ça donne un super bonus aux joueurs parce que être élite, ultra élite dans le 99e centile, sur une partie du terrain, ça a quand même beaucoup de valeur, en particulier en attaque. Deuxième chose, au niveau de la défense, j'ai décidé de donner plus de crédit aux ailiers parce que autant je donnais beaucoup de crédit aux intérieurs, j'en donnais pas beaucoup aux ailiers et aux arrières, mais je me suis rendu compte, notamment avec les playoffs d'un joueur en particulier, que à l'aile, ça a quand même beaucoup de valeur d'avoir un défenseur très très fort. Donc j'ai décidé de vraiment décorréler les attaquants, les défenseurs à l'aile des défenseurs à l'arrière. C'est un peu tout. Tom, tu vas fermer le bal encore une fois. Tom, je te fais une double passe décisive du coup. Tu fermes le bal sur celle-ci et tu ouvriras le bal sur la prochaine. Parle-nous d'abord de l'évolution de tes critères, ensuite de tes difficultés pour cette année. Alors, concernant l'évolution de mes critères, un peu comme vous, hein, j'ai essayé de redonner un petit peu plus de crédit à la saison régulière, hein, puisque encore plus cette année, je pense que ça a appuyé le fait que les playoffs commencent déjà en saison régulière avec les histoires de seeding. On a vu que, en fonction, par exemple, si on prend l'exemple de Denver, un match de saison régulière peut potentiellement dérailler tout ce qui peut te passer pour tes playoffs ensuite. Donc, j'ai redonné un petit peu plus de crédit à la saison régulière. Je pense que sur celui de cette année, j'ai parlé un petit peu plus avec mon instinct. Par exemple, si on nomme un joueur en particulier par rapport à Bam Adebayo, statistiquement, c'est pas un joueur DH20, mais quand je le vois, pour moi, c'en est un. Et du coup, il y a cette notion de biais où voilà, vous voyez le mime de Jimmy Butler qui jette la feuille de stats, c'est moi. C'est moi avec Bam Adebayo pour le coup. Et sinon, par rapport aux autres choses, j'ai essayé de mettre un peu plus en relief la notion de stabilité de l'effectif, c'est-à-dire quand un joueur performe dans un effectif dans lequel il a toujours été par rapport à des joueurs qui ont changé d'effectif et ont pris des rôles majeurs ou des rôles mineurs dans d'autres effectifs. Et la dernière chose, c'est de donner un peu plus de pondération à la notion de contexte. C'est-à-dire que je vais donner plus, même si, par exemple, si on prend un attaquant, c'est-à-dire la première option d'une équipe défensive, je vais lui donner plus de crédit que la première option d'une équipe totalement offensive, parce que pour moi, c'est pas le même job. Et même si l'efficacité est plus basse, je vais donner un petit peu plus de crédit à ça parce que l'écosystème dans lequel le joueur évolue est plus compliqué. Je vois où ça nous mène, ça. Je regarde, on se croise avec un membre de l'équipe. Depuis tout à l'heure du regard, je vois où ça nous mène, ça. Ouais, c'est bien, c'est qu'on est dans cette partie où nous, on sait de qui parle Tom, mais on le dit pas encore. Mais on peut deviner quelques noms comme ça. Tom, du coup, je te laisse enchaîner. Est-ce que tu as eu des difficultés cette année? Et je vais transformer la question parce que Tom, tu es là depuis le premier DH20. Est-ce que ça n'a pas été le plus facile? Je vais être très honnête. C'est le 5e. Ça a été le plus facile pour moi. Pour moi, ça n'a pas été le plus facile sur la fin. Pour moi, ça a été le plus facile sur le début. Je dirais le top 15 à peu près le plus facile. Et après, sur les derniers, ça a bataillé un peu. Mais c'est vrai que là, il y a des noms qui sont là, qui sont gravés dans le marbre depuis le début et qui bougent pas parce que voilà, même s'ils vieillissent, ils continuent à rester bons. Et les générations peinent à être remplacées, ou du moins, il y a beaucoup de choses que je vois chez les nouveaux joueurs qui, pour moi, en fait, ils sont pas encore passés au-dessus des joueurs de l'ancienne garde. Et puis sinon, par rapport aux difficultés, de mon côté, hein, la notion de Ja Morant par rapport à l'échantillon, ça a été mon Kawhi de l'année dernière. Donc pour moi, je l'ai pas classé puisque je trouvais que l'échantillon n'était pas assez représentatif, même si quand il a été là, il a été très bon. Mais voilà, comme pour moi l'échantillon n'était pas assez bon, donc
je l'ai pas placé, mais sinon voilà, c'était la seule grosse difficulté. Et encore une fois, c'est cette notion d'assumer ses biais, ou par exemple quand certaines choses des stats disent quelque chose, de se dire allez fuck. J'aime pas. Eh bien, allez, je vais retourner vers toi, Madiane, on t'a pas entendu depuis longtemps. Même question un peu provoque. Est-ce que c'était le plus facile à faire? Facile à certains endroits, effectivement, mais pas partout parce qu'il y a beaucoup de joueurs où, franchement, les permutations de certains joueurs qui peuvent glisser de 2-3 places se faisaient assez facilement dans le bas du classement et même en dehors et en rentrée du DH20. C'est vraiment le bas du classement, je l'ai trouvé très difficile à vraiment départager, et une place 18, elle a une range de 16 à 20. Donc il y a des plus ou moins 2 à chaque fois dans les places du bas. Moi, il y a un sujet qui me perturbe, c'est justement, Tom l'évoquait, les vieux briscards qu'on a dans cette NBA. À quel point ils se font passer devant, et pas forcément du coup, et ça se voit dans nos classements. Et le problème, c'est d'évaluer un joueur que tu sais sur le déclin. Parce que tu as du mal à vraiment te dire, j'en suis là, mais à quel point il a baissé, à quel point il est encore fort. Et tu es obligé de beaucoup plus décortiquer ce qui s'est passé récemment pour ces joueurs pour vraiment bien évaluer leur niveau. Alors qu'un joueur qui est entre 28 et 30 ans, tu te poses moins ces questions-là. Là, tu es obligé de vraiment, vraiment faire très attention à ces joueurs parce que tu peux vite tomber dans le piège de trop te baser sur ce que tu as vu il y a 2 ans alors que ce n'est plus le joueur d'il y a 2 ans. Je me permets d'entrer à ce moment-là avant de te donner la parole, Adrien. Moi, j'ai tout simplement dit que c'était la plus simple parce que vous l'avez dit, il y a la difficulté, certes, des joueurs qui vieillissent, et c'est toujours une question, mais c'est une question qui existe depuis 2-3 ans maintenant. En fait, moi, c'est tout simplement en échantillon. J'avais parlé de l'année dernière, la difficulté de juger les joueurs par rapport à l'échantillon. Si on regarde les 22 joueurs du DH20 2023, donc il y avait 22 joueurs parce qu'il y avait la place fantôme de Kawhi et la 21e place. Donc 22 joueurs. 11 avaient joué moins de 65 matchs. 11 sont à moins de 65 matchs, donc la moitié. Cette année, sur les 21 joueurs du DH20, il y en a 3 qui sont à moins de 65 matchs. Donc en fait, il y a de la donnée en fait cette année sur les joueurs. Donc, sachant qu'il y a de la donnée pour la première fois depuis plusieurs années, voire depuis toute l'histoire du DH20, il n'y a jamais eu autant de joueurs du DH20 qui ont autant joué. Ça a été assez facile parce qu'il y avait des données, il y avait des matchs à regarder. C'est pour ça, dernière chose avant de te lancer, Adrien, je pense que la porte d'entrée, par contre, n'a jamais été aussi élevée. Vraiment, le niveau de mon 20e, c'est le meilleur 20e que j'ai jamais eu, personnellement. Bah écoute, je vais enchaîner là-dessus. Alors j'allais en parler dans un deuxième temps dans les difficultés, mais c'est un des points que j'avais noté, la fameuse place 21. Vous en rigoliez dans l'introduction, où j'avais souvent tendance à glisser en 20 ou 21 un joueur que j'aimais bien pour assumer un biais un peu fort, pour ne pas citer des joueurs des Bulls régulièrement. Et là, je l'ai dit, tu t'es dit c'est un peu trop élevé. Ah, ça va être compliqué. Non, mais sur cette saison, j'aurais pu citer Alex Caruso, bien sûr, mais c'était un peu compliqué. Ouais, la place 21, j'ai eu trop. En fait, il y avait trop de monde. Tu parlais, Madiane, de entre 16 et 20 pour les joueurs qui sont là. Je pense que dans ce tiers-là, et comme les années précédentes, on peut même descendre pratiquement jusqu'à 30, voire à 35 sur certains. Il y a des noms qui me choqueraient pas. Et en tout cas, j'ai pas eu assez la place. J'ai pas pu me permettre de mettre assez la place pour glisser un nom pour le plaisir. Alors, un petit peu avec le nom que j'ai en 21, on l'évoquera aujourd'hui. Mais globalement, ça a été assez compliqué. Pour le reste, je suis aussi partagé. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire, Ben, dans le sens que c'était pas si compliqué. En tout cas, les noms paraissaient assez simples une fois sortis de cette fin de classement. Par contre, pour les départager entre eux, je rejoins ce que disait Madiane. C'était dur, et ça rejoint aussi ce que je disais dans l'introduction, de ne pas overreact, surréagir sur les baisses de niveau. Là, cette notion d'âge, comme tu dis, c'est vrai que ça fait 2-3 ans, mais au bout d'un moment, ça va finir par se voir, cette histoire. C'est pas possible. Au bout d'un moment, les vieux, là, il va falloir qu'ils s'arrêtent. Il va falloir aussi que les jeunes passent le cap, comme disait Tom, arrivent à passer au-dessus. Est-ce que c'était vraiment le cas? Là, cette année, il y avait une vraie interrogation. J'avais plus des tiers, voilà, des tiers que j'avais du mal à placer les uns au-dessus des autres. Bon, on finit par trancher. Je change d'avis à peu près toutes les semaines à chaque fois. Donc, c'était une des problématiques, les aléas de l'année, donc, à que ce soit les plus âgés, les absences, les blessures. Les souvent absents, c'est vrai que c'est un critère, à quel point on le pondère. Voilà, on en reparlera avec différents noms. Constant, alors tu es celui de l'équipe qui les a pas tous faits ici, mais est-ce que c'était le plus simple des 3 que tu as dû faire?
Je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi à la question. Est-ce que pour poser les noms, peut-être. Après, pour les classer, c'est difficile parce que je pense que, alors ça, je sais, c'est un truc dont on débat souvent, mais moi, pour le coup, mon DH20, en tout cas, mon champ de joueurs pour un DH20 est très vite assez réduit. C'est-à-dire que moi, quand je fais une espèce de pré-liste du DH20, il n'y a pas 30 noms. Maximum, il y en a 25. Et cette année, j'avais un DH20 à 22 joueurs. Et quand on va en parler, voilà, il y aura des noms qui vont pop-up dans cet épisode où je vais dire bah non, moi il est 22. Donc désolé, mais à un moment il faut choisir. Je pense que ma plus grosse difficulté, c'est pas tant dans le classement des joueurs que dans la délimitation des tiers. Et vous allez voir, j'ai pas réussi à résoudre cette problématique puisque mon tier 3 va de la 5e à la 15e place. Oui, je pense que dans toute l'histoire des DH20, il n'y a jamais eu un tiers avec autant de gens. Il n'y a jamais eu un tiers avec autant de gens, mais en fait, j'ai cherché, très honnêtement, je me suis dit, il y a un point de séparation dans ce tiers, mais je l'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais inclure tout le monde dedans parce que quand on évoquera le tiers lors de l'épisode 2 ou de l'épisode 3, pour moi, de la 5e à la 15e place, oui, il y a des joueurs qui sont forcément devant d'autres, mais il n'y a pas un tiers d'écart entre ces joueurs-là, et ça vient aussi complémenter la notion de pic et de ceiling, entre guillemets, le niveau dont tu parlais, Ben. C'est-à-dire que la séparation, justement, il y en a certains, grâce à leur pic, eh ben, ils sont dans le même tiers que d'autres. Mais ouais, pour moi, la plus grosse difficulté, ça a été DH20 à 22, donc 20, 21, 22, où ça a été très, très, très difficile, et essayer de trouver où placer et où diviser en deux mon troisième tiers, ce que je n'ai pas réussi à faire. Eh bien, messieurs, on a fait nos 20-25 minutes de présentation du DH20. Rentrons dans le vif du sujet maintenant avec une première partie consacrée aux joueurs qui sont sortis du DH20. Parmi les joueurs qui sont sortis, là, je peux déjà deviner le sourire de Constant ici présent. On a donc Jamal Murray qui était 21e la saison dernière du DH20. Petit historique, Jamal Murray, avant, s'était classé 18e de l'édition 2020, la première édition du DH20. Alors, petite précision, quand je vais parler des éditions précédentes du DH20, il y a donc l'édition 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 éditions. Il faut savoir que les 3 dernières sont un peu différentes parce que la méthode de classement est la même sur les 3 dernières éditions, pas sur les 2 premières. Donc voilà, il y a une petite différence avec le classement des auditeurs. Jamal Murray en 2023 s'était classé 18e chez les auditeurs. Il était présent sur 43% des bulletins. Il est passé de la 18e à la 33e place, présent sur seulement 9% des bulletins. L'année dernière, Jamal Murray était 19e chez toi, Adrien, 17e chez Amine, qu'on salue, 20e chez Tom et 19e chez moi. C'est moi qui dois me coller au cas Jamal Murray. Et Jamal Murray, alors c'est la double victime de 2 éléments. Vous en avez parlé, j'ai pas voulu en parler, mais j'étais un peu obligé. Les places qui vont de 15 à 20, 21 tous les ans sont ultra précaires dans le DH20. En général, si t'es à cet endroit-là, l'année d'après, soit tu augmentes, soit tu sors. Tu restes rarement dans ces places-là parce que c'est vraiment des places où ça se joue à un fil avec les joueurs qui sont derrière. Dans le cas de Jamal Murray, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que la saison régulière a été poussive, comme c'est souvent le cas. Les playoffs ont été mauvais. Voilà, faut le dire. Petite stat en termes de true shooting. Parmi les joueurs qui ont pris plus de 100 tirs, il était dernier, 47 sur 47, et pas dernier d'un peu. Il y avait que 3 joueurs en dessous de 52,2% de réussite. Il était parmi ces 3 joueurs largement à 47,4. Voilà, 5 points d'écart avec les autres. Les 2 autres joueurs étaient Caris Levert et Nickel Alexander Walker. Donc, nous ne sommes pas sur des noms qui seront cités pendant le DH20. Vous pouvez deviner donc, par rapport à la saison de Jamal Murray, baisse en termes d'efficacité, beaucoup moins à l'aise dans la finition près du cercle, défensivement peut-être pas les mêmes efforts qu'avant, et on sait, c'est un joueur qui est dépendant de sa réussite au tir, de son efficacité au tir. Donc, dans les années, comme ça a été le cas dans les autres années en dehors de 2020, dans les années où ça rentre pas, c'est un joueur qui sort logiquement du DH20 et qui était déjà légèrement entré, qui est toqué à la porte dans une année fantastique pour lui en termes de réussite, notamment sur les playoffs. Donc l'année où ça marche un petit peu moins bien, forcément, il se retrouve très très loin. Petite note pour terminer, 42,2% de réussite sur le pull-up à 3 points en saison régulière, 3e sur 74 joueurs. Il n'a pas non plus fait la pire saison de sa carrière. Voilà, il a été en difficulté. Deuxième, c'est Jalen Williams. Voilà, je tiens à le dire. Ah, la petite propagande. Alors, on enchaîne avec un autre joueur qui est sorti du DH20, c'est De'Aaron Fox. Il était 20e en 2023. C'était sa première entrée dans le DH20. Il s'était classé
dans ce classement de 2023, 17e chez les auditeurs. Il était présent sur 62% des bulletins. C'est très très haut. Il faut savoir qu'il avait une vraie marge avec le 18e qui était donc Jamal Murray. Donc il était solidement installé dans ce DH20 2023. Cette année, il s'est classé 28e chez les auditeurs, seulement sur 17% des bulletins. L'année dernière, Adrien, tu l'avais 14e, très haut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Pourquoi il est sorti de ton DH20, De'Aaron Fox? Voilà mon illustration parfaite de ce que je disais sur les surréactions. Il faut dire que sa saison dernière, donc 2022-2023 à De'Aaron Fox, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire d'efficacité, notamment proche du cercle, et extraordinaire de clutch. Clutch Player of the Year, bien entendu. Et donc forcément, il y a eu un peu de surréaction. Mais c'est aussi l'illustration de ce que tu viens de dire, Ben, de la place précaire qu'il avait. Puisqu'au final, bon, il y a mon classement, puis il y avait le classement général du DH20. Il fait partie de ces joueurs où tu peux très très vite passer justement là de ce milieu de DH20 à sortie. Et là, avec cette nouvelle saison, il y a eu un changement autour d'Aaron Fox. Un changement surtout sur son régime de tir. On en a parlé un peu tout au long de l'année, où De'Aaron Fox a voulu, alors je ne sais pas si le terme c'est vraiment se moderniser, mais en tout cas, plus généraliser son régime de tir. Il a gardé, si on regarde les statistiques d'efficacité, à peu près similaires, puisqu'il a rajouté plus de 3 points. Il va moins au cercle, il a rajouté plus de 3 points, avec suffisamment de réussite pour que l'efficacité soit relativement similaire à celle de l'année dernière. Sauf que moi, ça me pose un léger problème. C'est que dans ma logique de classement, comme je le disais, de choix de option 1, ce qui est De'Aaron Fox, en tout cas, c'est difficile de le voir dans un autre rôle que ton option, en tout cas en l'état. Il a plus de skill élite, ce qu'il avait l'année dernière. C'est-à-dire que vraiment, donc déjà, sa fréquence au cercle a diminué. Il était dans le 52e centile, il est passé au 33e, donc c'est déjà pas mal. C'est surtout l'efficacité, où il était 100e centile à son poste. Je reprends les chiffres de cleaning de glace, bien entendu. Au 77e, donc l'efficacité aussi a diminué au cercle. Donc on n'a plus ce skill élite, ce qui fait que dans cette logique, on le retrouve avec une option. Alors, je vais être très vache, mais on parle de DH20 et des 20 meilleurs joueurs NBA, moyenne partout, alors que, et plus élite quelque part, alors que quand j'arrive dans ces eaux-là de joueurs de mon DH20, je préfère, je pense, en tout cas c'est l'illustration qui fait que je ne l'ai plus cette année dans les 21 premiers, avoir au moins un point élite quelque part sur ce joueur que je vais compenser plus facilement derrière. Là, il devient un peu plus moyen, et à ce jeu-là, malheureusement aussi du fait des progrès d'autres joueurs dont on va parler, eh bien ça l'a fait reculer mécaniquement dans mon classement. Et donc oui, j'avais probablement surréagi l'année dernière. Je salue quand même le process, la volonté d'Aaron Fox de changer un petit peu, de se moderniser. Mais j'ai aussi un peu peur, ça on en reparlera dans les previews, par rapport au projet des Kings. Constant, tu l'avais 18e. Est-ce que c'est le même constat pour toi? Je pondérais un petit peu les propos d'Adrien parce que pour moi, c'est pas tant. Enfin, j'en ai parlé avec Guillaume du Basket Lab dans l'épisode sur les Kings, donc j'ai fait 25 minutes dessus, donc je vais pas refaire 25 minutes, mais je pense que c'est pas forcément un choix qu'une nécessité, la transformation du jeu offensif de Fox, dans le sens où la 2022-2023, c'était une saison où il était élite, mais il y avait le double effet qui se coule. Il y avait le côté effet de surprise du niveau du joueur et le côté les role players à côté, que ce soit les Kevin Huerter, que ce soit les Keegan Murray, Harrison Barnes. Tous ces joueurs-là étaient en adresse au niveau de leur tir à 3 points. Sauf que sur la 2023-2024, t'as les défenses adverses qui ont décidé de beaucoup plus boucher l'accès au cercle aux joueurs des Kings, et de l'autre côté, ça ne sanctionnait pas avec la pèse d'adresse, que ce soit de Kevin Huerter ou que ce soit de Keegan Murray. Donc, il a fallu que De'Aaron Fox se réinvente un petit peu, parce que déjà, tu avais plus de présence pour l'empêcher d'accéder au cercle, donc il a changé un petit peu son régime de tir. Après, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Adrien sur la perte d'efficacité. Je suis complètement d'accord aussi avec ce que tu as esquissé, Adrien, de dire que il baisse pas tant de par son niveau individuel que de par le fait qu'il y a d'autres joueurs qui ont progressé cette saison et qui du coup sont passés devant lui. Après, au niveau de ce changement de régime de tir, je serais peut-être moins négatif dans le sens où c'est peut-être une année moyenne, mais qui peut présager à une meilleure année la saison prochaine. C'est-à-dire que c'est une année où peut-être il a commencé à explorer ce régime de haut volume à 3 points, et la saison prochaine, avec une saison entre guillemets de formation dans ce domaine-là, plus peut-être un été complet, il va peut-être retrouver l'efficacité qu'il avait en 2022 et en 2023. Et là, pour le coup, ça va changer beaucoup de choses dans le jeu offensif des Kings. Ça va changer beaucoup de choses dans son jeu offensif à lui aussi. Donc, je ne lance pas les paris, mais c'était peut-être une saison qui était nécessaire pour avoir un De'Aaron Fox qui peut être encore plus efficace offensivement que ce qu'il était sur la 2022-2023 l'an prochain. Peut-être au point, potentiellement, de lui faire retrouver le DH20 d'ici un an.
Oh, tellement bien fini, cette intervention, elle est trop forte. Eh bien, on va continuer avec un joueur qui a pas mal voyagé, et là, on va entamer un triptyque. On parlait de changement de génération, il y a peut-être une illustration avec un premier joueur qui était 8e du DH20 en 2020, 7e en 2021, 14e en 2022, 17e en 2023, et le voilà, absent. Et oui, très bon geste, Adrien, la chute est avancé. Là, on est même au moment où la chute est terminée parce qu'il est dehors du DH20. C'est donc James Harden qui était 19e en 2023. James Harden qui était 23e chez les auditeurs l'année dernière, 34% des votes. Donc, un joueur hors DH20, mais encore pas loin d'être là. Il a chuté à la 35e place chez les auditeurs avec 6% de votes. Alors, Madiane, tu faisais partie de ceux qui avaient James Harden dans leur DH20 en 2023. Tu l'avais 17e. Alors, est-ce que c'est tout simplement, comme je l'ai dit, comme si bien mimé, Adrien, c'est tout simplement la suite des choses? C'est la suite des choses, mais surtout, ce qui est intéressant chez James Harden, c'est que sa saison régulière, elle est plutôt complète. On a un bel échantillon dans un nouveau contexte, donc elle se regarde. Et c'est là où on voit que les effets du temps, et surtout dans un contexte assez difficile où il a fallu trouver sa place, c'est là où j'ai trouvé que c'était le plus criant, parce que si on regarde sa campagne de play-off jusqu'au match 5, elle n'est pas scandaleuse. Enfin, match 4, du match 1 à 4, c'est décent, et il est très utile dans notamment une des deux victoires. Jusqu'à ce moment-là, ça va, et ça chute. Et en fait, sa chute, elle n'est pas horrible offensivement, mais elle ne me permet plus trop, à mes yeux, quand j'analyse le joueur, de justifier tous les problèmes qu'il peut te causer. Et c'est ça où le bas blesse pour ce type de joueur très calé sur l'offensive, c'est que très vite, quand tu es bon offensivement, voire très bon, mais que tu n'es plus élite comme il a pu l'être par le passé, et qu'à côté de ça, on voit encore que de l'autre côté du terrain, il y a toujours eu un peu de mieux, mais c'est trop irrégulier, c'est trop par séquence, et en saison régulière, quand on observe, il y a trop de choses compliquées pour justifier un rendement offensif qui ne suffisait pas, à mes yeux, en saison régulière. Et finalement, ça donne une chute du classement, mais pas de beaucoup. Je trouve que la chute de James Harden, elle est pas catastrophique. C'est aussi que autour de lui, les joueurs aussi étaient bien meilleurs cette année, et que ça le sort du classement. C'est plusieurs facteurs. Il a jamais progressé vraiment défensivement. Il a évidemment un peu régressé offensivement, pas beaucoup, mais quand même un peu. Et derrière, ça donne cette chute. Mais par exemple, cette saison-là, dans un contexte de DH20 de l'an dernier, où pas beaucoup de monde avait joué, pas sûr qu'il sorte aussi lourdement du DH20. Là, vraiment, il n'est pas mentionné. Et je trouve presque les auditeurs assez sévères avec lui, parce que la campagne de play-off est pas si horrible. C'est vraiment la saison régulière qui m'a beaucoup gêné, que ce soit en termes de rendement pur, mais aussi de ce qu'elle donnait visuellement, et l'intégration au collectif. Une petite question collective. Tu l'as dit, c'est sévère. Madiane, on est sur le joueur dont on va parler aujourd'hui qui a le pire classement chez les auditeurs. Voilà, 35e. Est-ce qu'il a été dans la réflexion d'un de vous? Est-ce qu'il y a un de vous qui en a pensé pendant son classement? Je vois Adrien lever la main, vas-y. Oui, par rapport, très rapidement, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand j'évoquais les options 2, forcément, j'ai couché le nom de James Harden tout de suite, mais on revient à ce qu'on a évoqué sur les vieux. Et quand j'ai fait le geste de la chute, elle est relativement linéaire, en fait, celle de James Harden. Elle est plus si surprenante, c'est-à-dire on voit un joueur classiquement qui arrive petit à petit en fin de carrière, qui vieillit et qui n'arrive plus à faire exactement les mêmes différences, mais son profil de joueur est toujours à peu près le même. Voilà, baisse linéaire petit à petit. Moi, le nom, je l'ai mis comme tu disais, Constant, quand on couche les noms, moi, il était là, probablement, toi, pas dans les 22, mais moi, il était dans ma grosse trentaine. Après, voilà, je rejoins un peu ce que disait Madiane, c'est-à-dire que petit à petit, quand j'ai rajouté les autres noms, eh bien, il a glissé en dehors. Alors, j'ai pas classé exactement à ce moment-là, donc je ne saurais pas vous dire où il est exactement après la 21e place.
C'est sûr qu'il n'était pas 22e non plus. Fox était un peu plus haut. Mais voilà, il a glissé petit à petit. Mais voilà, il y a une certaine logique avec James Harden. C'est-à-dire qu'on voit une carrière d'un joueur de basket qui vieillit et qui va arriver petit à petit vers sa retraite. Est-ce qu'il est Oui, non, mais petit à petit. Tom Pas demain. Oui, excusez-moi, je ne voudrais pas offenser les fans de James Harden. Ce ne sera pas pour demain, rassurez-vous. Tom, je te laisse, vas-y. Bah, moi, James Harden, c'est un joueur que j'ai considéré, mais encore une fois, un peu comme Adrien, il n'a pas fait le cut. Pour moi, 2 raisons. Je pense que même si ça reste encore un joueur solide, je pense qu'il a changé de catégorie. C'est passé d'un joueur de plafond à un joueur de plancher. Et je trouve que voilà, ça, il a changé dans la notion d'option où limite c'est le porteur de balle, mais là il était plus le numéro 3 vraiment que le numéro 2, même si c'était le porteur de balle de l'équipe. Et après ça dépendait de l'état aussi de Kawhi. Il y a eu aussi tout l'imbroglio sur son début de saison, ce qui s'est passé aussi au fur et à mesure de la saison des Clippers. Donc c'est quelque chose qui n'a pas joué en sa faveur. S'il avait pu montrer plus de choses en playoff, peut-être qu'il serait aussi au classement, notamment par rapport à ce biais de récence. Mais pour moi, c'est un joueur qui a littéralement changé de catégorie en passant en joueur de plancher. Constant, je ne te ferai pas l'affront de te demander, ce n'était pas ton 22e, j'imagine. Non, mais par contre, juste un tout petit truc rapidement, c'est parce que Adrien en parlait, on considère souvent le déclin d'un joueur comme perte d'efficacité, mais pour moi, le premier déclin d'un joueur, c'est tu fais ce que tu sais faire habituellement, mais sur un volume moins élevé. Et pour moi, c'est l'année où James Harden, il a fait du James Harden, c'est-à-dire qu'il a été efficace, bon au playmaking. Je suis pas complètement d'accord avec ce qu'a dit Madiane, je trouve que sa régulière est plutôt bonne, voire même très bonne sur certains instants. En tout cas, du trio, c'est peut-être le joueur le plus régulier des Clippers sur la saison. Par contre, là où il commence à pêcher, c'est que le volume offensif devient plus suffisant pour le mettre dans un DH20. James Harden, peut plus. Voilà, donc pour moi, c'est ce qui l'a fait baisser. C'est pas tant une perte de qualité, c'est la perte du nombre de répétitions où tu es capable de le faire. Eh bien, vous l'aurez remarqué, le 21e, Jamal Murray, out. Le 20e, De'Aaron Fox, out. Le 19e, James Harden, out. Le 18e est encore dans le classement. On vous laisse un peu suspense. Le 17e, lui, de l'année dernière, par contre, out aussi. C'est le coéquipier Paul George. Encore une fois, un changement assez majeur parce qu'on est sur un autre joueur et il y en a pas beaucoup, en fait, une grosse dizaine, qui avait connu tous les autres DH20. Il était 14e en 2020. 14e en 2021, 16e en 2022, donc dans des moins hautes sphères que James Harden, donc 14, 14, 16, 19. 19, on l'a dit, des places assez précaires, absent cette année. Pourtant, il s'est plutôt bien maintenu chez les auditeurs. Il est passé en 2023 d'une 19e place à une 22e place cette année. Alors, il a perdu 10 points en termes de présence chez les auditeurs. Il était à 47% des bulletins l'année dernière, seulement 38 cette année. Il était 17e chez toi, Adrien, l'année dernière, 17e chez moi aussi, 20e chez Constant, 17e chez toi, Tom, 19e chez les auditeurs. Voilà, c'est un joueur de fin de DH20. Tom, tu l'as conservé cette année contre vents et marées dans ton DH20. Alors, pourquoi tu as conservé Paul George? C'est un peu par rapport à ce que je disais, la notion... alors, c'est l'un des joueurs pour lesquels je pense que le cœur a un peu parlé par rapport à la valeur de Paul George. Encore une fois, un joueur two-way player à l'aile qui cette saison a joué pas mal, qui a joué plus de 2500, qui a joué 2500 minutes, qui a un gros total, notamment à l'aile, puisque c'est des minutes de qualité à l'aile, et quand lui n'est pas là, ça se ressent, et on le voit aussi sur le différentiel on-off des Clippers. Il a plus 9 cette saison, qui est une très bonne marque pour les joueurs de ce type-là. C'est un joueur qui cette saison aussi a amélioré augmenté son pourcentage de tirs sur lequel il était non assisté. Il est dans le 88e centile à sa position, tout en ayant le même EFG, par exemple, que Zion ou Anthony Davis. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu aussi récompenser, puisque, alors oui, ça va pas être ton premier ball handler. Il y a certes cette notion de scalabilité, voire plus avec Paul George, puisqu'il est capable d'apporter des deux côtés du terrain. Mais j'ai trouvé que il n'y avait pas eu de baisse assez conséquente pour justifier sa sortie pour moi. Mais ça ne tient qu'à moi. Aucun problème, Tom. Je l'ai dit, on est sur un trio qui est sorti. Alors celui-ci. On m'aurait dit que ce joueur allait sortir du DH20 l'année dernière, franchement. J'aurais jamais cru. Donc, il était 10e en 2020, 10e en 2021, 12e en 2022,
10e l'année dernière. 10e l'année dernière, perdre 10 places à un DH20, mais c'est inimaginable. Ce joueur, c'est Damian Lillard. C'est la pire chute de l'histoire du DH20. C'est du jamais vu. Hein. Et les auditeurs vont plutôt dans ce sens, hein, parce que, écoutez bien, il est passé en 2023 d'une 11e place chez les auditeurs. Il était présent sur 93% des bulletins. Alors, Tom s'occupe, j'ai essayé de mettre un peu de les mains à la pâte cette année. Tom s'occupe globalement de faire les classements sur Google Sheet. 93% en général, c'est qu'il y a quelques personnes qui vous ont oublié. Voilà. En général, c'est ça. Quand vous êtes à 93, 94, 95, c'est que vous êtes presque partout et il y en a qui vous ont oublié. Cette année, il est passé 26e, 27% des bulletins. Voilà, une chute drastique. L'année dernière, il était, et là ça va faire encore plus mal, il était 5e chez Madiane, 8e chez moi, 9e chez Amine, 11e chez Gabin. Gabin, Constant, Tom et les auditeurs, 11e. Tu l'avais 12e, Adrien, et paradoxe, tu l'as gardé 20e cette année, je l'ai 21e, Madiane à 21e, Tom la 20e. C'est-à-dire que, remettons les choses dans leur contexte, Damian Lillard sort, mais il sort pas de beaucoup. Voilà, il est 22e, 23e du DH20. Adrien, pourquoi est-ce que tu as souhaité le conserver 20e? On y revient une nouvelle fois, hein. Là, c'était un peu le thème. Je parlais de surréaction sur une année. Bon, il faut quand même qu'on pose les bases. Si on pose les bases statistiques, en fait, tout simplement dans les faits, Damian Lillard de la saison là 2023-2024 n'est pas un joueur DH20. Voilà, c'est pas un des 20 meilleurs joueurs de cette saison, en tout cas de la saison qu'on vient de voir. Bon, une fois qu'on a posé tout ça, il y a beaucoup de questions. Comme je le disais, je n'ai pas voulu réagir trop vite, trop fort sur une saison ratée. Avec en plus, il y a eu tout un tas d'histoires de contexte. Alors, bon, certes, un trade, ça fait partie de la vie en NBA, mais il a eu des soucis hors terrain de divorce, arrivé à Milwaukee. Il y a aussi eu, quand même, à Milwaukee, ça ne s'est pas super bien passé, ce pari Adrian Griffin d'un coach rookie. Ensuite, on arrive à Doc Rivers. Je salue évidemment Amine. C'est pas forcément le meilleur contexte aussi quand on se retrouve avec Doc Rivers derrière. Alors, la baisse est sévère. Là, j'avance aussi, mine de rien. Il fait partie des joueurs pour lesquels on peut se poser cette question. Mais j'ai quand même du mal, on en a beaucoup parlé au moment du trade, à imaginer un monde où un Lillard, même à 34-35 ans, je ne sais plus exactement où on en est, mais on est dans ces eaux-là, dans ce contexte de Milwaukee, avec un Giannis de retour en forme à ses côtés, avec un peu plus de stabilité à Milwaukee, j'ai quand même du mal à me dire que Damian Lillard ne va pas retrouver, alors peut-être pas une efficacité au point d'être top 10 des H20, je ne dis pas ça, mais au point quand même d'être là. Voilà, disons qu'il y a un peu d'optimisme chez moi. Je l'ai laissé en 20, il est au bord du gouffre, hein, comme tu dis, il est vraiment au bord. Dans les faits, il aurait dû sauter. Il y a un petit peu de biais, il y a ma volonté, comme je le disais, de ne pas trop surréagir. Bref, je compte sur lui pour la saison prochaine. Je vais conclure comme ça. Personnellement, parce que j'avais Lillard très très haut et je suis un des préposés Lillard, t'as un peu tout dit, Adrien. Moi, c'est un joueur que je voulais garder dans mon DH20. Voilà, Tom parlait un moment des combats un peu personnels. Un de mes combats, c'était Lillard sera DH20 parce que c'est inimaginable de faire perdre 10 places à un mec, même voire 12 à un mec sur une saison. Sauf que c'est un thème cette année. Il y a des joueurs qui sont meilleurs. Et en fait, la 20e place, c'est limite pas une critique cette année parce qu'elle est très très haute, cette 20e place. Deuxième chose sur Lillard, tu l'as dit, Adrien, c'est le contexte de l'âge. Ça, c'est un argument que j'avais mis en avant l'année dernière. Pour moi, passer 33-34, je peux plus vraiment me baser sur ce que tu as fait avant parce qu'en fait, il y a tout simplement des chemins de carrière qui t'amènent à perdre en qualité athlétique, être moins efficace. Cette année, Lillard a joué une bonne partie de la saison blessé, mais il y a eu une chute assez drastique de réussite au cercle. Et Lillard, c'est un élément qu'il avait rajouté à son voilà, sa palette, son jeu, sa palette. Merci beaucoup. Sa palette qui était super important. Cette année, ça a été un peu moins là. Alors, il y a eu une baisse en termes de réussite au tir aussi qui a été importante. Et puis défensivement, alors moi j'avais fait le pari fou l'année dernière qui a été complètement raté. Hein. Là, c'est mon regret, j'ai pas pu le dire au début, qu'au niveau de la défense de Lillard, je le mettais dans ma catégorie comme un B-. Bon, en fait, il est en dessous. Hein. C'est extrêmement compliqué la défense de Damian Lillard. Ça a été difficile la navigation sur les écrans. Demandez à Jalen Brunson. Surtout off-ball cette année en plus. Hein. Alors, il a été beaucoup attaqué on-ball, mais off-ball aussi, quand son joueur allait poser des écrans non porteurs, il restait bloqué, des trucs comme ça. Donc, il était ailleurs. Clairement. Donc, tous ces éléments font que j'ai été obligé personnellement de le mettre 21e. Après, j'ai pas voulu complètement le sortir, d'où cette 21e place, parce que je parlais en termes de régularité, en termes de capacité. Moi, dans mon changement de paradigme, c'est une des victimes. Parce que je suis désolé, il y a des pics de Damian Lillard.
En fait, il y a eu des pics, des moments où Damien Lillard ressemblait à un joueur d'H20. Le problème, c'est que le delta, avec ces moments où défensivement il était très très en difficulté, le shoot rentrait pas, ils étaient trop énormes. Donc j'ai pas pu mettre en avant ces pics-là, même si je maintiens qu'ils sont très très hauts. Le premier carton de Damien Lillard en playoff du premier match contre les Pacers, c'est un carton extraordinaire. C'est un des meilleurs cartons de playoff cette année. Le problème, c'est que, voilà, c'est un carton. Tout simplement. Vas-y, Constant. Oh, il lève le doigt. Il lève même pas la main, il lève le doigt. Oh, vas-y, Constant. Que j'étais pas dans la trame. Non, moi, il y a un truc qui me terrifie chez Damien Lillard, c'est Adrien en parlait, en fait. Il passe derrière les premières options, ce qu'il était à Portland. Mais même si tu fais dans le classement des deuxièmes options, il est même pas dans le top 3 des deuxièmes options. Moi, il y a un truc qui m'inquiète particulièrement avec Damien Lillard, c'est que cette année, il me semble que c'était pour la deuxième fois seulement de sa carrière, il est en dessous de l'efficacité de la NBA à l'EFG, donc c'est le tir, le pourcentage au tir pondéré pour mettre un peu plus en valeur le tir à 3 points et son efficacité au global, le fameux True Shooting Plus dont vous avez entendu parler bien sûr lors du fabuleux épisode Jamal Crawford, JJ Redick. Il est au-dessus de la moyenne parce que il provoquait beaucoup de lancers francs. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est avec l'âge, à quel point il va être capable de répéter tout simplement ses accès au cercle et la capacité de provoquer des fautes. Et si, justement, pour un joueur de 33-34 ans, c'est pas du tout une garantie, c'est pas du tout une assurance vide. Donc, si le shotmaking est en baisse et qu'en plus de ça, tu ne tiens que sur ta capacité à provoquer des fautes pour un joueur petit et un joueur vieillissant, attention. C'est ce dont je me suis plaint souvent cette année, c'est que Lillard, quand il avait des problèmes, la solution c'était bon, je vais chercher une faute. C'est son assurance vie en fait, et que la recherche de faute devienne une assurance vie, c'est un peu problématique quand tu prétends au DH20. Les gars, on en a fini pour les joueurs qui sont sortis du classement. Je vais donc répéter l'année dernière. Tom, je te donne la parole, vas-y. Oui, juste une dernière chose par rapport à Lillard, parce que c'est aussi un de mes joueurs contexte. Adrien parlait des changements par rapport à sa vie hors du terrain et tout ça, mais c'est vrai que sur le terrain, je pense qu'on a beaucoup rêvé le fit, et en fait, il y a pas mal de choses sur le terrain qui ont été moins bien pour lui, puisque au final, c'est pas en gros l'équipe, elle est pas basée autour aujourd'hui de Damian Lillard et de Giannis Antetokounmpo. C'est l'équipe de Giannis, et Damian Lillard doit s'adapter à ce que fait Giannis. Et on l'a vu par exemple cette saison on a parlé de la baisse des tirs au cercle et beaucoup plus de mi-distance pour lui cette année. Tout simplement, il y avait beaucoup moins de pick and roll haut, et en fait il était obligé de faire des pick and roll un petit peu plus bas parce que Giannis sur le shot roll au-delà de la ligne à 3 points, c'était plus compliqué. Et ce que j'ai aimé avec lui dans cette notion de contexte, c'est que il a permis que Giannis ne prenne plus tous ses pull-ups et à augmenter l'efficacité de Giannis. Donc je trouve que le fait qu'il soit présent, non seulement il y avait un meilleur spacing pour Giannis, mais en plus il a permis de lui faire des choses pour lesquelles il n'est pas du tout efficace. Et la deuxième chose par rapport à lui, c'est que je trouve que globalement, l'année dernière, si on jugeait uniquement sa saison, il aurait été beaucoup plus haut que 7 ou 8. Et du coup, j'ai évité de surréagir trop de l'autre côté, sachant que ça reste quand même un super joueur. Bien, je vais me permettre de pas respecter la trame pour revenir de ton côté, Madiane, parce que tu n'as pas réagi sur Damien Lillard, donc laissons un peu Madiane parler. Avant ça, petit rappel, donc ils sont sortis du classement cette année. Nous avons Jamal Murray qui était 21e 2023, qui est sorti, De'Aaron Fox qui est sorti, James Harden qui est sorti, Paul George et Damien Lillard qui était donc 10e. Alors, basculons maintenant sur la catégorie « Ils ont obtenu des voix ». Ici, on a deux joueurs. On est donc sur des joueurs qui ont obtenu des voix cette année, mais qui n'ont pas obtenu assez de voix pour rentrer dans le DH20. Ici, il y a deux joueurs, parce que, on va être très honnête, parce que chez nous, le vote compte, messieurs. Eh bien, c'est Kyrie Irving en premier, dont on va parler, parce que ces deux joueurs-là étaient 21e sans le classement des auditeurs. Mais le classement des auditeurs a un petit peu tout chamboulé avec un joueur en particulier qui est là en grande partie parce que les auditeurs l'ont mis très très haut, contrairement à la majorité de l'équipe. Kyrie Irving était 16e en 2020, 19e en 2021, absent les deux dernières saisons. Il était 22e chez les auditeurs. Kyrie, ça c'est une constante, il est très haut chez les auditeurs, souvent. 22e l'année dernière chez les auditeurs, 31% des bulletins. Là, c'est très important. Il était 20e cette année, mais 50% des bulletins l'ont mentionné. Donc, il est passé de 31 à 50. Donc là, il y a une vraie progression. Madiane, tu l'avais
17e la saison dernière, tu l'as encore cette année. Pourquoi tu as... J'ai remonté un peu l'historique. Madiane, t'es toujours très haut sur Kyrie. J'ai remarqué dans les précédents DH20, alors pourquoi? Est-ce que, comme diraient les fans de K-pop, j'ai un bias avec Kyrie Irving? Peut-être. En tout cas, Kyrie Irving, moi, je l'ai parce qu'il y a deux choses. Je trouve que défensivement, il a quand même montré des choses plus intéressantes que ce qu'on a pu voir par le passé. Presque, j'avais vu des réflexions comme quoi sa défense, c'était surtout une réputation qu'il avait acquis lors de son passage à Cleveland, mais que ça devenait de moins en moins vrai. Et moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant parce que on se rend pas compte, mais c'est plutôt un genre trapu et il peut imposer des difficultés. C'est pas un bon défenseur ou un défenseur élite, mais c'est pas négatif. Et l'efficacité dont il a pu faire preuve cette saison, je la trouve plutôt très forte pour un guard et je l'ai trouvé plutôt à l'aise dans cet exercice. Et je me voyais pas dans le classement de pas le mettre parce que je ne vois pas de baisse chez lui. Je vois un niveau qui est tout à fait satisfaisant et je trouve que maintenant, en plus avec l'expérience qu'il a, parce que c'est un joueur mine de rien qui a roulé sa bosse. Ce n'est plus ce qu'on pouvait avoir avant un jeune joueur. C'est vraiment un joueur très expérimenté dans cette NBA. À son poste, c'est vraiment pour moi l'une des références. Et donc, oui, il mérite son DH20. Il ne mérite pas d'être très très haut dans ce DH20, mais la petite entrée au classement se justifie amplement. Et après, je suis un peu haut peut-être sur lui. Comme dit, c'est des places où ça peut glisser. Je le vois pas par contre beaucoup plus bas que 21. Moi, 21, ça reste mon max du bas pour lui parce que je trouve que sa saison est vraiment de très bonne facture et ce serait presque injuste sur une saison de bonne qualité que le joueur finisse par sortir du classement alors que pour moi, il ne l'a jamais quitté, en tout cas dans mes votes. Kyrie Irving, aussi présent chez Constant. Alors Constant, qu'est-ce qui t'a motivé à mettre Kyrie? C'est pas, petite parenthèse, c'est pas une attaque personnelle, Madiane. C'est juste qu'en fait, maintenant qu'on a 5 années, on peut voir des constances chez les gens. Par exemple, on parlera d'un pivot de Miami qui bizarrement se retrouve dans tous mes classements sur les 5 dernières années. Donc, on commence à voir des constantes. Voilà. Constant, pourquoi Kyrie cette année? Il est 20e. Il était à la bataille avec le 21e et le 22e. Il a fait le cut. Je pense qu'il bénéficie aussi des résultats collectifs de Dallas par rapport au DH20 de l'an dernier. Sauf que, je vous entends, chers auditeurs et auditrices de Kebdo, vous allez me dire, oui, mais Constant, l'an dernier, tu nous avais saoulé en disant que Jamal Murray, il y avait un biais de résultats. Je vous répondrai que j'ai en ma possession un pré-DH20 effectué avant le début des playoffs où Kyrie Irving était déjà dans le DH20. Donc, ça n'est pas un biais de résultat. Mais pourquoi je l'ai classé aussi haut? Je pense que là, pour le coup, c'est deuxième option. Et surtout, la deuxième option d'élite et la capacité à être complètement complémentaire de ta première option. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut complètement jouer off-ball à côté de Luka Doncic. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup chez Kyrie Irving cette saison, c'est la capacité à prendre les rênes de l'attaque de Dallas lorsque Luka Doncic est soit absent, soit dans un mauvais soir, soit sur le banc. Et ça, c'est un truc que j'ai énormément valorisé et que j'ai énormément apprécié. Il y a beaucoup de matchs de Kyrie Irving, notamment un match face aux Knicks en saison régulière où en fait, c'est totalement une première option. C'est-à-dire que c'est un générateur d'attaque. C'est un porteur de balle. Il est bon en playmaking. Il est bon pour trouver les coéquipiers démarqués. C'est juste que comme il joue avec un joueur qui, spoiler, sera dans le DH20 et pas dans l'épisode 1, forcément, il doit s'adapter. Et même lorsqu'il doit s'adapter, il est très bon. Donc voilà, moi je pense que c'est un joueur qui est ultra complémentaire, extrêmement bon offensivement et qui pourrait peut-être, qui évolue dans un rôle qui est parfait pour lui, mais qui a peut-être même un peu plus en réserve que le rôle dans lequel il est utilisé. Et je rajouterai un dernier point pour venir suppléer où je plus sois l'argument de Madiane. La série, par exemple, face à OKC, c'est l'un des défenseurs principaux sur Jalen Williams. Ouais. On a vu que Jalen Williams a éprouvé énormément de difficultés, quand bien même, avant le début de la série, on était beaucoup à se dire, en fait, Dallas n'a pas la matière pour défendre Jalen Williams. Et en fait, on a vu qu'il a été capable de lui poser pas mal de soucis. Je t'ai vu. Tu as démuté. Ce n'est pas un mot. Tu as remis ton micro, donc j'imagine que tu veux parler. Est-ce que tu veux parler de Kyrie?
Non, c'est exactement ce que Constant disait en fait. Et par rapport à Kyrie, moi aussi, il était dans les petits papiers. Et puis la raison pour laquelle il a pas fait le cut, c'est que j'ai privilégié un autre joueur qui est similaire du coup avec Constant, et que par rapport à Kyrie, en fait, on va dire que pour rester dans le thème des JO, hein, c'est un coureur de 200 mètres là où j'ai plus valorisé un peu plus du 800. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tom, je vais rester avec toi parce qu'on a ce que je vais appeler la victime du système de points chez Dunk Hebdo cette année, c'est Zion Williamson. Pourquoi? La démocratie. Parce que la démocratie, il en est victime. Voilà, donc Zion Williamson, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit en introduction, il y a 6 classements cette année. Zion Williamson est 21 chez Adrien, 19 chez moi, 19 chez Constant, 21 chez Madiane. Pourtant, il rate le DH20. Il est, il serait à la 22e ou 23e place parce que, on va y revenir encore une fois. Il y a un joueur qui est très haut chez les auditeurs et pas chez nous. Donc Zion, malgré une présence, qui est à chaque fois 19, 21, donc qui est pas super haut dans le DH20, il est là souvent en termes de répétition, mais il n'est pas là assez haut pour se qualifier. C'est dommage parce que ça aurait été la première présence dans le DH20 de Zion qui a jamais fait un DH20 pour l'instant. Il avait reçu un vote. 15e place de Gabin l'année dernière. On salue Gabin. Chez les auditeurs, il y a aussi une progression. Il était 31e la saison dernière avec 10% des bulletins. Il est maintenant 24e avec 37% des bulletins. Tom, je restais avec toi. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à le être 21e? Mais on sait, cette 21e place, elle est un peu perverse. Donc, pourquoi tu l'as pas mis 20, 19, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à le mettre, mais pas aussi haut qu'on aurait pu l'espérer chez les fans des Pelicans, qu'on adore beaucoup, au passage? Paul George. Paul George, enfin, j'ai privilégié Paul George pour le côté toué et puis le côté long-termiste. Même si, tu vois, par rapport à Zion, je pense qu'il a fait une excellente saison. C'est la saison où il joue le plus de minutes en carrière. C'est aussi la saison où il est moins efficace à 2 points, un peu moins au cercle. Donc je trouve que voilà, globalement, je trouve que ça a été un super joueur cette saison. Qu'on a fini la saison, on l'a vu à son apogée puisqu'il y a eu la première partie de saison, notamment avec le play-in où il avait été assez décrié par rapport à, et on avait une grosse voilà, le in-season tournament, effectivement le play-in, le in-season tournament, puis justement il se blesse pendant le play-in, le in-season tournament où justement enfin ses faiblesses entre guillemets sont pointées du pointées du doigt, et ce que j'ai aussi valorisé le fait que il a eu ce côté emmener un peu l'équipe avec lui. C'est quelqu'un qui a pas mal produit, comme j'ai dit, il a été là souvent. C'est un gros générateur notamment de fautes, et c'est l'un des joueurs les plus on va dire efficaces. Globalement, quand tu prends l'équipe des Pelicans, c'est l'un des seuls qui est très au-dessus de la moyenne à l'efficacité. Donc c'est vraiment le générateur d'attaque, un peu comme je le disais tout à l'heure, la notion de générateur d'attaque dans une équipe plutôt défensive, puisque cette saison les Pelicans ont été une équipe plutôt défensive qu'offensive globalement. Et je trouve que voilà, il manquait ce petit quelque chose. Peut-être s'il avait joué une série de playoffs, je pense que ça m'aurait impacté plus et qu'il aurait fait le cut, vu comment il a fini sur le play-in. Et je trouve que c'est très encourageant de l'avoir vu en fait contre les Lakers dans ce in-season tournament et contre les Lakers au play-in, et de voir que c'était pas du tout le même joueur globalement, et qu'on voit la progression et le chemin qu'il a parcouru face à ces deux adversaires, face à ce même adversaire à 2 périodes différentes. Quand on regarde les commentaires des auditeurs des auditrices sur le questionnaire des H20, il y a plusieurs commentaires qui sont venus sur Zion. Certains ont eu des difficultés à classer, mais on dit, c'est revenu plusieurs fois, c'était le meilleur joueur du play-in. C'est-à-dire que quand il était sur le terrain face à Anthony Davis et LeBron James, c'était le meilleur joueur, et cette sensation chez beaucoup de votants, a eu beaucoup d'impact. Avant de te lancer, Constant, je vais juste passer par Madiane, parce que Madiane, tu l'as pas. Parce que j'ai cité le nom d'Adrien, j'ai cité le nom de Tom, le mien est celui de Constant, j'aurais dû me mettre à la fin de cette phrase, mais tu l'as pas. Madiane, alors, pourquoi? Il y est presque, mais en fait le problème c'est qu'encore une fois, il était le meilleur joueur sur le terrain. Et d'ailleurs, moment très marquant pour moi, moment de classer Zion, parce que je me souviens de voir la conversation de nous tous s'enflammer au moment où tout le monde s'est fait la remarque, c'est le meilleur joueur sur le terrain et il est en train de faire un boulot aux Lakers. Il était vraiment en train de faire un boulot. C'était vraiment très impressionnant. Mais symbole de Zion, il se pète à ce moment-là. Et
au moment de le classer, si je repars sur ces flashs, ce moment, etc., il y est même très largement dans ce classement. Mais ce qui me fait peur, c'est que c'est toujours un avant-goût des moments, c'est sa saison la plus aboutie, mais ça suffit pas à mes yeux, et notamment là, sur la fin de classement, j'ai préféré privilégier un peu plus d'historique et d'antériorité avec un Damian Lillard sur la fin, plutôt que lui. Mais c'est plus parce que j'en ai pas eu assez pour vraiment dire oui. Ça a l'air d'être le cas, ça y ressemble, mais pas assez d'échantillons à mes yeux. Constant, je te lance et en quelques mots, parce que là je suis en train de me dire qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui restent à faire et qu'on prend beaucoup notre temps. Alors qu'est-ce que tu as à dire sur Zion? Je rappelle que toi tu fais partie de ceux qui l'ont en fin de classement. C'est pour ça que tu m'as lancé en premier sur aucun joueur. C'est pour éviter que je fasse des monologues et pour éviter de dire ce que mes camarades disent si bien. Voilà. Non, mais Zion, pourquoi je l'ai classé? Enfin, j'ai envie de dire enfin. J'ai pu classer Zion dans un DH20 parce que générateur d'attaque, parce que le seul joueur qui est, comme l'a dit Tom, je vais pas paraphraser, mais la seule menace offensive dans une équipe très défensive, sans réellement de spacing, sans réellement de playmaker. Pourquoi je l'ai pas mis plus haut alors que j'avais envie de le mettre plus haut? Demi-saison, première partie de saison assez compliquée, la question de surpoids qui a posé beaucoup de problèmes, l'in-season tournament, et joueur à compromis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est quand même un joueur qui, notamment défensivement, demande énormément de compromis et demande beaucoup de profils très précis. Et pour moi, ça le pénalise un peu indirectement dans le DH20, c'est-à-dire que au moment de classer potentiellement les premières options, il peut être pénalisé par le fait que, au poste de pivot, t'es obligé d'avoir un pivot qui stretch. Mais il faut que t'aies quand même un ailier très défensif parce qu'il peut pas prendre les charges. Il faut que t'aies quand même un pivot qui est capable de prendre une grosse charge au rebond aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui pose quand même pas mal de compromis et c'est pour ça qu'il, plus la demi-saison qu'il a chuté de quelques places. Enfin, qui n'a pas pu monter de quelques places. Adrien, tu peux faire en une seule phrase, évidemment, mais juste parce que je suis conscient de tout ça, mais c'est mon 21e. Et donc, je voulais leur parler de cette fameuse place de 21e. Et d'ailleurs, je pense que Kerry devait pas être bien loin d'être mon 22, mais comme vous l'avez dit, Zion, on l'a quitté en étant le meilleur joueur sur le terrain face aux Lakers au pays, malgré en plus un léger changement de style. Tu disais qu'on sent peut-être un peu plus direct, un peu moins bondissant que ce qu'il était en tant que rookie. Mais surtout, voilà, je voulais dire que c'est un 21 presque de prière pour le revoir dans des matchs coup près. Parce que tu l'as évoqué, Madiane, le moment où il est pas juste meilleur face aux Lakers, c'est-à-dire qu'il symbolise tout ce qui fait pourquoi on aime la NBA. C'est-à-dire qu'il y a un match coup près et un mec qui se met à dominer avec en plus un style très particulier. Bref, j'ai envie de revoir Zion Williamson. Donc voilà, il est 21. S'il te plaît, reviens pour qu'on puisse te mettre plus haut. C'est ce que je voulais dire avec ce vote-là. Eh bien, messieurs, on peut enfin s'attaquer au DH20. Alors, pour s'attaquer au DH20, il faut rappeler les règles parce que là, on est face à un problème. Donc, imaginons, on vous a parlé du système de points. On a donc un système de points. Mais que se passe-t-il? Parce qu'il y a forcément des égalités. Alors, il y en a une en haut. Bref, il y en a une en haut d'égalité. Je vais pas spoiler, mais elle m'énerve beaucoup. Il y en a une, du coup, en haut d'égalité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce genre de cas, première chose, on regarde le nombre de présences dans un classement pour donner un avantage au joueur qui est plus souvent là plutôt que celui qui a fait une percée. Problème, entre le joueur qui est 21 et le joueur qui est 20, il y a le même nombre de présences. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ici, nous sommes en démocratie et le vote des auditeurs prime. Eh bien, on donne avantage au classement des auditeurs. Ce qui fait donc que Ja Morant se retrouve 21e du DH20 2024. Il était 13e en 2022, 15e en 2023 et il a subi une vraie chute, comme un peu chez nous, cette chute de 6 places, elle est aussi chez les auditeurs. Il est passé en 2023 d'une 15e place chez les auditeurs, présent dans 78% des bulletins, à une 24e place cette année, présent dans seulement 27% des bulletins des auditeurs. Alors messieurs, Ja Morant, Tom, tu l'as déjà mentionné, donc je vais donner la parole en premier à Constant. Constant, pourquoi Ja Morant est resté dans ton DH20? Parce que tu fais partie de ceux qui l'ont gardé. Parce que je voulais pas le pénaliser, tout simplement. Il me semble que je l'ai mis à la même place qu'en 2023, peut-être à 1 ou 2 places près, mais c'est quasiment la même place que ce que je l'avais classé. Donc VAR dit qu'il était 2 crans au-dessus en 2023. 2 crans au-dessus? Ah ouais. Bon, ça, donc 1 ou 2 places, la VAR confirme effectivement, mais non, j'ai pas voulu le déclasser. Après, je pense que
Ça va faire débat sur certains noms que je peux avoir après, des joueurs qui sont au même poste que lui, potentiellement qu'on va évoquer dans cet épisode, mais je ne spoil pas. Mais non, je voulais pas trop le pénaliser, et surtout, je pense que il y a eu beaucoup de débats sur dans le DH20 de l'an dernier sur Ja Morant, oui, mais les on-off de Ja Morant, oui, mais l'efficacité de Ja Morant. Je pense que cette année, on a bien vu le rendement des Grizzlies lorsque Ja Morant n'était pas sur le parquet. C'est-à-dire que c'est aussi un joueur qui permet de rendre les autres meilleurs. Alors, c'est complètement bête de dire ça parce que tous les joueurs dans le DH20 rendent les autres meilleurs, mais ça s'est particulièrement vu sur cette saison de Memphis, et ça s'est d'autant plus vu sur les 10 matchs que Ja Morant a joué, où il n'était pas particulièrement efficace, mais par contre, Memphis étant 7-3 ou 6-4, donc Memphis a gagné 50% de ses matchs sur les 10 matchs où Ja Morant a joué cette saison. Donc non, moi, je voulais pas trop pénaliser au niveau de sa blessure, parce qu'en soi, c'est une blessure, donc c'est pas un joueur vieux, donc c'est pas potentiellement inquiétant pour sa saison à venir. Je l'ai baissé de 2 crans, et puis je voulais pas le baisser en disant soit je le sortais en fait en disant année blanche, un peu de Joker comme on avait fait pour Kawhi Leonard, soit je le laissais à peu près à la même place, et son niveau lorsqu'il est revenu sur le peu de matchs qu'il a joué était sensiblement le même niveau qu'il avait sur les 2 saisons précédentes. Donc pour moi, il n'y avait pas de raison de le bouger plus que ça. La deuxième personne qui l'a conservé dans son DH20, c'est toi, Adrien. Constant l'avait 17e, tu l'as 18e du DH20, vous êtes les deux seuls à avoir Ja Morant. Est-ce que c'est un peu le même constat? C'est c'est gagner des places ou conserver une place parce que l'équipe a été beaucoup en grande difficulté quand t'étais pas là? Oui, c'est un peu ça. Alors déjà, c'est l'illustration parfaite de la problématique des absents. C'est-à-dire qu'on l'a dit, voilà, Ja Morant, il a joué 9 matchs. Alors voilà, comme l'a dit Constant, déjà quand on l'a vu, il a été très bon, il n'y a pas de souci. La question c'était, est-ce qu'on l'a assez vu? Et d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que moi l'année dernière, je ne l'avais pas. Et je pense qu'il est peut-être là, mon regret de l'année dernière. La VAR confirme. Voilà, parce que effectivement, comme l'a dit Constant, là, on a bien vu cette saison la différence abyssale quand Ja Morant a enfilé le maillot des Grizzlies. Quand il n'était pas là. On sait que c'est un joueur, voilà, dans cette fin de déjà H20, pour moi, que je ne voulais pas trop sanctionner pour l'absence, même si, bon, ce sera une autre question après, mais c'est un joueur auquel je peux confier une grande charge offensive et qui est capable de grands coups d'éclat, donc c'est pour ça qu'il est là. Du coup, il est dans un tiers, pour moi, il est dans ce tiers justement avec, j'allais dire, les sanctionnés, dont Lillard fait partie, dont on parlait un peu plus tôt, qui est 20e pour moi, mais il est devant eux parce que lui, ce n'est pas son niveau, le souci de sanction. Enfin, en tout cas, c'est pas là-dessus que je le juge. C'est justement qu'on l'a pas vu de la saison, et pas seulement pour cause de blessure. Donc peut-être que ça peut faire un peu peur, mais a priori, en tout cas, c'est pour ça que je décide de le garder. Il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas enfin Ja Morant tout au long de la saison prochaine. Tom, tu as un maillot de Memphis. On parle de Ja Morant. Je suis obligé de te lancer. Tu l'as déjà mentionné. Pour faire simple, est-ce que c'est une question tout simplement d'absence des 9 petits matchs? Oui, c'est vraiment une question d'échantillonnage, en fait. L'échantillon n'était pas assez grand, parce que moi, j'aime bien faire un cut à 1500, 1700 minutes. J'aime bien faire un petit cut là, et il y a un seul joueur qui est en dessous, qui est dans le DHF, c'est Joel Embiid. Je crois qu'il passe pas le cut de très peu. Donc, j'aime bien faire un petit cut, par rapport à ça, et puis l'échantillon était trop faible, sachant que, voilà, il était pas là en début de saison, il revient au milieu de la saison et ensuite il se reblesse. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que voilà, c'est pas une blessure, voilà, c'est pas une blessure au bas du corps, quoi. Voilà, c'est une blessure, il se pète l'épaule en faisant de la muscu, un truc comme ça. Voilà, ça, c'est la brume-terre, les trucs comme ça. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que par rapport à ce que Constant disait, on a vu globalement, par rapport à son efficacité, on s'est rendu compte que là, ce qui a baissé son efficacité, c'est qu'il n'a pas été adroit du tout à 3 points, hein, sachant que voilà, c'est un joueur qui se met globalement en rythme et il n'a pas eu assez de matchs pour le faire. Mais on a vu quelqu'un qui n'avait pas changé sa gravité au cercle, qui n'avait pas changé sa capacité à faire plier la défense. Ignorer la gravité aussi. Et c'est ça, à ignorer la gravité et à faire plier la défense, à attaquer le cercle. Et on l'a pu voir encore une fois, hein, contre ces fameux Pelicans face à Herb Jones, où il le prend de vitesse sans écran. Voilà. C'est des choses, voilà, il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça, de faire ça sur ce type de joueur-là. Donc voilà, le niveau du joueur quand il est là est très bon. Il est DH20, sauf que voilà, il n'a pas été là assez souvent.
Dernière question par rapport à Ja Morant, les gars, il y a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont parlé des problèmes hors terrain. Alors on est d'accord pour dire que c'est des choses qu'on ne calcule pas nous, mais je pense qu'aussi il faut être honnête dans le sens où c'est aussi, je pense qu'inconsciemment ça peut jouer aussi. D'un côté, je pense que consciemment on le prend pas en compte, mais il y avait eu des auditeurs qui nous avaient dit par exemple l'année dernière, et alors je vais pas relancer un débat, mais par exemple, en fait, Kyrie aurait pu être mentionné dans le DH20 des 2 dernières saisons et qu'on avait peut-être fait jouer un peu le hors-terrain tout en se prévalant de pas le faire jouer. Donc voilà, faut aussi dire que beaucoup d'auditeurs ont dit que le hors-terrain avait joué pour Ja Morant. Petite parenthèse. On est obligé d'en parler. Le 20e du DH20 cette année. Alors, il a déjà été mentionné. En plus, c'est le seul joueur dans ce tiers du bas qui reste. Et c'est le joueur que les auditeurs ont beaucoup aimé. Vous l'avez beaucoup aimé, ce joueur. Alors, je sais pas si les fans des Celtics vont être très contents. C'est Jaylen Brown, pas du tout. Jaylen Brown qui donc se classe 20e de ce DH20. Pourquoi? Parce qu'il est 15e chez les auditeurs. 15e. Donc, votre vote a compté parce que c'est grâce à votre vote qu'il est DH20. Voilà, clairement, il n'aurait pas été... Uniquement. Uniquement. Parce que, parmi nous tous, il est seulement présent chez Madiane et à la 20e place. C'est pas la 15e, c'est la 20e. Madiane, avant de refaire l'historique, je suis obligé directement d'aller vers toi. Pourquoi Jaylen Brown? Jaylen Brown parce que c'est le joueur qu'on a laissé l'an dernier. Il n'est pas devenu meilleur, il n'est pas devenu moins bon. C'est lui, quoi, avec ses qualités et ses défauts. On peut repasser sur ses défauts et je pense que les fans des Celtics peuvent en faire encore des threads Twitter sur les défauts qu'il a, mais moi je trouve que c'est juste de le laisser dans la fin du mix. Il n'est pas beaucoup plus haut que ça, il est 20e chez moi. C'est ce mix-là dans le top 20 NBA, un peu plus, un peu moins, à plus ou moins 3 places. Il peut descendre 22, 23, ok. Ça reste quelque chose de correct et je vois très bien pourquoi les auditeurs le mettent aussi haut. C'est à cause des playoffs. Mais son MVP des finales ne gomme pas en fait ce qu'il est en tant que joueur, ses limitations qu'il a et il ne peut vivre, je pense, que parce qu'il est là. Et c'est une deuxième option très bizarre. Parce que pour moi, je ne le vois pas beaucoup de deuxième option dans énormément de contextes. On parle par exemple d'un Kyrie Irving. Kyrie Irving est un joueur qui peut devenir par moment leader de l'attaque. C'est moins son cas, clairement. C'est vraiment pas comme ça que je le considère. Enfin, moi, je l'ai mis, il me semble, l'an dernier. Si la VAR peut confirmer. Et du coup, pour moi, il reste là. Et il reste dans ses places parce qu'il n'a pas régressé, c'est le même joueur et ça mérite une 20e place à mes yeux. Alors, je vais me permettre de refaire l'historique parce que c'est là où le paradoxe Jaylen Brown est total. C'est-à-dire que il a augmenté chez les auditeurs, il est passé de la 20e place des auditeurs à la, donc je l'ai dit, 15e cette année. Sauf que dans le classement global, il est passé de la 18e à la 20e. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui l'avaient mis l'année dernière, pense à Constant, tu en avais parlé dans l'intro. Constant, tu l'avais placé à la 16e place. Toi aussi, Madiane, tu l'avais placé à la 16e place. Je l'avais 19e, j'avais 20e et Amine 19e. Je vais nous classer, nous trois. Du coup, Amine, Constant et moi-même. Tu l'as déjà dit en intro, Constant. Il y avait peut-être de la surréaction l'année dernière par rapport au discours des fans des Celtics. Et c'est là où pour moi le paradoxe est total, c'est que je pense que c'est un meilleur joueur de basket cette année, Jaylen Brown. C'est-à-dire que selon moi, il est meilleur, mais qui perd des places vraiment paradoxalement. C'est pour ça que j'ai voulu instaurer dès le début que les joueurs étaient meilleurs. Parce que je pense que sur en termes de, je parle beaucoup de creux, je trouve que les creux ont été beaucoup moins présents cette année, même s'ils existent toujours. Le dribble sera toujours une difficulté pour Jaylen Brown sur la main faible. En termes de playmaking, moi, j'ai trouvé un peu plus intéressant et surtout sur les playoffs, il y a eu des grosses séquences défensives, là où on sait que sur les séquences off-ball, notamment, il avait été beaucoup critiqué par la fanbase des Celtics. Après, il sort, comme je l'ai dit, tout simplement parce qu'au-dessus, ça monte très fort et que dans le bas du DH20, des joueurs qu'on va aborder aujourd'hui, il y a 2-3 jeunes joueurs qui en fait ont passé un cap ou tout simplement passé un cap et que Jaylen Brown, il est peut-être 24, 25, mais que ça reste un très bon joueur, mais que je me corrige par rapport à la saison dernière. Cette année, ça a été très bon. L'efficacité
Bon, c'est toujours des questions avec Jaylen Brown qu'il faudra éclaircir à un moment. On a déjà fait un épisode sur Jaylen Brown et Jason Tatum l'été dernier, mais je trouve que c'est un meilleur joueur qui pâtit de l'environnement qui s'est amélioré, tout simplement. Est-ce qu'on a... Vas-y. Tu parlais, Ben, de la notion d'environnement qui s'est amélioré. Alors oui, l'environnement s'est amélioré autour de lui dans le DH20 par rapport aux joueurs, mais aussi l'environnement dans lequel il joue s'est beaucoup amélioré aussi au niveau des Celtics. Et je trouve que c'est un joueur qui, enfin en tout cas moi personnellement, je l'ai un peu pénalisé par rapport aux autres parce qu'il est dans un contexte, on va pas dire peut-être parfait, mais quasi. Quoi. C'est-à-dire que voilà, le fait d'avoir un spacing maximal, une target avec Porzingis, où voilà, tu peux envoyer les balles très haut, il va les récupérer. Voilà, c'est des choses où, par exemple, sur la notion de playmaking, je trouve qu'il y a eu une amélioration, mais simplement parce que d'un point de vue du terrain, de la géographie du terrain, ben c'est plus facile de voir les choses qu'il y avait par rapport au contexte dans lequel il a joué et par rapport aussi au niveau de ses partenaires. C'est-à-dire que ses déficiences sont moins problématiques ou du moins sont moins montrées. Quelque chose à rajouter sur Jaylen Brown? On semble tous plus ou moins d'accord, c'est donc un mea culpa collectif, quasi collectif en tout cas. Alors là, je vais vous livrer un petit secret. L'attraction de cette saison sur la conversation d'Unkebdo, c'était il va finir où? Il y a eu beaucoup de pronostics sur ce joueur. Où est-ce qu'il va finir chez les auditeurs en particulier? Voilà. J'aurais dû parier certains des kebabs. On le faisait ça à l'époque, de parier des kebabs, parce que je pense que j'aurais peut-être gagné ou j'aurais été pas loin. Ce joueur, c'est, roulement de tambour, Victor Wembanyama. Oui, rookie qui entre dans le DH20, c'est du jamais vu. Voilà, un rookie si rapidement qui est DH20. Il est donc 19e du classement global, 18e chez les auditeurs, 16e chez toi Adrien, 18e chez moi, 21e chez Constant, absent chez Tom et Madiane. Et là, on va remettre en place ce que vous aviez adoré il y a quelques années, et donc sur un combat de boxe qui va se mettre en place. Adrien, tu l'as mis 16e, tu es obligé de démarrer. Alors Victor, on va dire qu'il y a eu beaucoup de poker menteur sur Victor pendant le classement DH20, sur la conversation, disant il sera DH20. J'avoue y avoir participé beaucoup. Pourquoi tu as fini par le mettre 16e? Alors déjà, je remercie Victor qui m'a beaucoup aidé pendant la draft de l'été de Dunk Hebdo, donc ça méritait des remerciements. Non, plus sérieusement, plus ou moins sérieusement d'ailleurs, dans le classement du DH20, comme je le disais, par rapport à pondération des options 1, des options 2, pour moi, c'était en fait au final, au fur et à mesure de la saison, du profil de Victor, on va pas refaire, vous connaissez Victor Wembanyama, vous l'avez vu évoluer, c'était celui qui était déjà à la croisée des chemins. En fait, il est pour moi, dans mon classement, on en reparlera, mais il est grosso modo derrière les nouvelles options 1, notamment sur un problème de charge de volume encore pour le moment pour Victor, mais premier des options 2. Puisque quand on commence à parler, un terme qui plaît beaucoup à Tom, je sais, de scalabilité, la scalabilité peut-être théorique encore sur certains aspects, mais est-ce qu'il y a plus scalable que Victor Wembanyama? C'est quand même assez incroyable. Il y a sa dissuasion aussi générale, le spacing qu'il apporte, la gravité, on en parlait, tu parlais de géométrie du terrain aussi, Tom. Bon, bah, c'est déjà un des joueurs qui impacte le plus la géométrie du terrain en NBA après tout juste une année. Alors, j'ai conscience que sa place de 16 chez moi est un léger reach, comme disent les Américains. Donc voilà, une légère projection. Peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais avec sa progression tout au long de la saison, t'en as parlé, Ben, pardon. J'ai fait un mix entre Tom et Ben. T'en as parlé, Ben, tout au long de la saison. Extraordinaire. C'est ça. Ah bah ça serait quelqu'un. Un politicien de génie. Et donc la progression de Victor tout au long de l'année, elle a été incroyable. On était marche par marche, mais des marches de 5 mètres de haut. C'était quelque chose d'assez incroyable sur toute cette saison 1. Plus, bon là, l'expérience olympique, ça vaut ce que ça vaut, mais tout ça me laisse à penser, me donne envie en tout cas d'être plutôt optimiste. Et c'est aussi, pour terminer, un peu le jeu du DH20. Comme souvent, ça reste un jeu, ce classement pour moi. Et il y a un peu le pari. J'ai gagné un pari il y a 2 ans avec un certain Jokic, dont on reparlera évidemment, spoiler une nouvelle fois cette année. Là, j'ai presque hésité à faire une plus grande dinguerie que ça. Je me suis maîtrisé, je me suis arrêté à 16. Mais voilà, Victor Wembanyama mérite, selon moi, quand même d'être déjà là pour ce qu'il fait sur une saison 1, c'est incroyable. J'ai envie de quitter ton équipe après ces propos, mais je vais rester à l'intérieur de ton équipe, Adrien. Madiane, tu serviras d'arbitre dans cela parce que alors j'ai eu beaucoup de mal
à faire la partie Victor, parce que je vais être très honnête avec vous, une de mes plus grandes surprises en découvrant le DH20 de l'équipe, c'est d'avoir vu Victor dans Suite Constant. Donc Constant, je te donne la parole. Pourquoi tu as finalement mis Victor en 21 ? Parce que dans le fameux jeu de poker menteur, j'aurais parié mais beaucoup de choses qui se seraient retrouvées dans celui de Madiane, où il n'est pas, et qu'à la fin, il serait absent de celui de Constant, où il est. Alors pourquoi ? Il est 21, il est dedans, mais il est pas dedans. C'est la place du Jamal Murray de l'an dernier. Je le mentionne, mais en fait, clin d'œil, t'es pas dedans. Pour moi, en fait, le problème de Victor 21, c'est qu'il a pénalisé le 22e, dont on parlera après. C'est que du coup, je l'ai classé devant le 22e et j'ai fait, ah bah non, je vais en mettre devant. Pourquoi il y est ? Bah parce que c'est déjà et facile, un des 5 meilleurs défenseurs de NBA. Et facile, hein. Facile. En termes de dissuasion, c'est un des 2 meilleurs défenseurs de NBA, avec Rudy Gobert, en termes de dissuasion vraiment près du cercle, de changer la géométrie du parquet. Il a franchi des steps qui sont importants en attaque. Après, ce que je trouve intéressant, entre guillemets, c'est pas d'expliquer pourquoi il est là, parce que les arguments vont être répétés et vont être expliqués, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut. Pour moi, il y a quand même beaucoup de théoriques, encore, je trouve, chez Victor Wembanyama, qui font le classer, et un peu comme Zion, t'as 2 saisons en une. C'est-à-dire que t'as jusqu'à décembre où c'est quand même pas terrible. Je suis désolé, offensivement, c'est quand même pas terrible. Et il y a une seconde partie de saison où il est extraordinaire. Mais pour moi, il y a plusieurs points. Il y a quand même le contexte collectif de San Antonio qui, on en avait parlé dans l'épisode avant sa draft sur la meilleure franchise pour lui, il y a de ça 1 an et demi, est quand même propice à faire tout et parfois n'importe quoi. Donc, ça peut aussi l'aider pour le mettre un petit peu en valeur. Et puis, il y a ce côté où bah en fait, pour moi, il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs. En fait, actuellement, il y a d'autres joueurs. Les joueurs qui sont dessus, je les considère comme étant meilleurs que Victor Wembanyama. Il y a peut-être un petit peu de frilosité de mon côté à pas classer haut parce que voilà, demi-saison rookie plus contexte collectif au niveau des résultats sportifs qui est assez cata. Et je pense qu'il y a quand même un point où je vais le surveiller très fort la saison prochaine, c'est que il était à quasi, il était très haut sur ses pull-ups à 3 points. En termes de pourcentage de réussite sur ses pull-ups à 3 points, là où au catch and shoot, c'était l'un des pires de toute la NBA. Donc on va voir si cette capacité à rentrer des pull-ups à 9 mètres se poursuit la saison prochaine. Dans ce cas-là, il va grimper extrêmement haut. Mais pour l'instant, ouais, je trouve que il pâtit du contexte collectif. Je suis désolé, mais il pâtit quand même un petit peu du contexte collectif et des résultats sportifs. Et sa saison, elle commence, en tout cas offensivement, sa saison, elle commence à partir de fin décembre. C'est déjà pas mal une demi-saison pour être 21e d'un DH20 qui est déjà très relou. Je vais parler, puis Madiane, je vais te donner, tu auras la main pour décider du cas Victor, et puis Tom aussi interviendra. Alors moi, c'est la seule fois dans l'histoire du DH20 qui aura cet argument, c'est que je pense que c'est un meilleur joueur maintenant que durant le dernier match de saison régulière. En fait, et c'est la seule fois où il y aura cet argument parce que c'est un joueur qui a progressé de mois en mois. En fait, il y a une progression de mois en mois. Donc, pour moi, le Victor Wembanyama du BIP, on va pas cramer le jour où on enregistre. Voilà, de la fin du mois d'août, début du mois septembre. C'est un meilleur joueur que celui qu'on a quitté. Alors, je vous rejoins parfaitement sur le fait, et je te rejoins Constant sur le fait, c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Et moi, spoiler, Bam Adebayo, je donne quand même beaucoup de crédit aux mecs qui sont très hauts en défense parce que c'est pour moi, c'est un peu un archétype que j'ai tendance à beaucoup valoriser dans le DH20. C'est le A plus défensif, A défensif et le deuxième option en attaque. Alors la grande question avec Victor, c'est est-ce que c'est déjà une deuxième option en attaque ? Je pense que oui, parce que je pense que vous l'avez dit, le contexte ne va pas en sa faveur. Mettez la balle en haut, en fait, des fois, le mec fait 2,24. Voilà, je sais pas, des fois, c'est un peu plus simple que ça, le basket. Et je te rejoins aussi, Constance, sur les step back aussi. Victor met beaucoup de step back. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce qu'on a vu? Parce que la réussite sur les step back et la réussite à 3 points globale, c'est un peu une anomalie totale. Victor est un des meilleurs joueurs de la NBA sur le step back à 3 points. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, il sera très haut. Par contre, pour moi, en fait, défensivement, c'est trop. Prenons un exemple. Rudy Gobert n'a jamais été dans mon DH20, mais c'est parce qu'en fait, dans la catégorisation des notes, il était trop bas. Mais en fait, quand tu as un A+ tel en défense, tu mérites d'être mentionné. Dernière chose par rapport à Victor Wembanyama, je trouve qu'on dit qu'il y a du théorique avec Victor, alors qu'il y a beaucoup de pratique, en fait.
c'est vrai qu'il y a déjà, on a vu beaucoup d'éléments du jeu de Victor Wembanyama. C'est juste qu'on les a pas vus de manière répétée, tout assemblée. Mais on a plus ou moins tout vu. On a vu le shoot, la dissuasion, elle est déjà là. En termes de passing, on a vu des flashs. Donc oui, c'est théorique, mais en fait, ce qui est théorique, c'est l'assemblement de tout, parce qu'on a déjà tout vu, en fait. Mais pas toujours en même temps. Oui, voilà, ouais, mais c'est ça. C'est là-dessus que je voulais rebondir en une phrase aussi, mais sur ce que tu disais, Constant, des deux parties de saison aussi. C'est vrai qu'on a affaire à un rookie. Déjà, il faut le remettre dans le contexte. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on voit. Et sa première partie de saison est, d'après ce qui est sorti dans les différentes interviews, un peu dans la continuité de sa dernière saison en France, donc au Metropolitans, où il aurait apparemment un peu plus bossé justement son corps que son tir. Il y a un moment donné, le tir, il l'a laissé un petit peu de côté sur sa dernière saison avant d'arriver en NBA. Et donc, justement, ce qui était la crainte numéro 1 qu'on pouvait avoir autour de Victor, on entendait beaucoup sur il est filiforme, tout ce que vous voulez. Il a plutôt effacé cette crainte assez rapidement en NBA. Alors, il a fallu pondérer les minutes, etc. Mais on a vu qu'il était capable d'encaisser les chocs. Bon, il y a ce fameux bloc sur Giannis, par exemple, qui illustre tout ça. Mais on a vu quand même au fur et à mesure qu'il était capable... Non, je ne fais pas une fixette, Ben. Je sais que tu es dans mon équipe. Mais voilà, il a effacé cette crainte. Et le tir, il a fallu prendre un peu plus le rythme. Et dernier point, tu l'as dit, Ben, mettez la balle en haut. Il y a 2 parties de saison aussi, parce qu'il y a eu des expérimentations du côté de la main aux Spurs en début de saison. On était quand même, voilà, quand on a fini par mettre sur le terrain un meneur de jeu de métier, ça s'est un peu mieux passé, ça l'a quand même bien aidé. Madiane et Tom, on a déjà beaucoup parlé, Madiane, Tom, sur le cas Victor. Rappelons que vous ne l'avez pas dans votre DH20. En fait, c'est offensivement que les questions se posent pour lui chez moi. Défensivement, on a tout dit, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais exemple, Rudy Gobert, très rarement. Je crois qu'il y a peut-être une année où j'ai dû le mettre en wildcard, mais c'est difficile sur un joueur défensif, purement sur la défense, de le faire entrer. Et offensivement, c'est toujours un peu difficile d'évaluer parce que les San Antonio Spurs étaient un tel bordel par moment où je ne sais pas dire où est-ce qu'on va pouvoir optimiser son efficacité. Et pour moi, c'est un joueur qui n'est pas efficace offensivement, mais parce qu'en fait, on a vu beaucoup trop de choses et beaucoup de choses diverses, disparates. Il a beaucoup de moves, il a beaucoup de capacités et c'est excellent. C'est très satisfaisant, mais impossible à dire, à évaluer quel est son niveau offensif. Et au bout d'un moment, à force de torture, etc., j'ai préféré garder un joueur référencé en me disant, bon, c'est une question où, effectivement, c'est un très bon joueur dans cette ligue aujourd'hui, mais je suis incapable de l'évaluer convenablement avec juste cette saison parce que le contexte faisait que ce n'était pas possible. Et donc, c'est sûr, à la rentrée, c'est l'un des premiers joueurs que je vais regarder parce que je sais qu'a priori, les signatures et la façon dont l'effectif a été construit, ils ont notamment ramené Chris Paul, ça me fait penser que on aura un peu plus de cadre et un peu plus d'indices sur qu'en est-il du coup de Victor Wembanyama, notamment offensivement. Pour conclure le chapitre, Victor. Je vais pas rajouter grand-chose. Voilà la raison pour laquelle je l'ai pas mise. Alors oui, il y a une grosse valeur, notamment au niveau de la défense, mais sur la partie offensive, c'est un joueur qui est en fait plus dans l'exploration que dans la notion d'efficacité. Et puis c'est ça qui lui joue des tours, malheureusement, puisque quand on regarde par exemple les joueurs, c'est déjà on sait que ici on donne pas mal de crédit aux joueurs qui sont capables d'amagasiner par exemple du volume. Cette saison, Victor Wembanyama, c'est quelqu'un qui est à plus de 30% d'usage. C'est une barre assez symbolique pour nous. Ça veut dire que à peu près un petit peu moins d'un tiers des possessions sont finies par lui quand il est sur le terrain. C'est dans le 98e centile pour les intérieurs et il a une efficacité globale qui est dans le 31e centile, mais tout simplement parce que c'est un joueur qui est beaucoup dans l'exploration et il y a beaucoup de flash et on donne beaucoup de crédit offensivement à tout ce qu'il est capable de faire, alors qu'il y a peut-être des choses qu'il aurait pu faire un peu mieux pour améliorer cette notion d'efficacité. Mais après, je pense que c'est peut-être la année où il n'y est pas, puisque le niveau défensif est tel que à quelques détails près, je pense que voilà, l'attaque va vite se goupiller et on aura un joueur qui va je pense que c'est un joueur on parlait tout à l'heure de Damian Lillard qui a littéralement sauté des tiers en descente. Je pense que c'est quelqu'un qui peut sauter plusieurs tiers en une année. Luka Doncic 2020, on appelle ça. Ouais, Ouché. Clairement. Et c'est vrai que c'est important, vous l'avez tous plus ou moins rappelé, de
de mettre en avant le contexte collectif, parce qu'il y a une limite à l'exercice, c'est que parmi tous les joueurs du DH20, c'est celui qui a le moins bon collectif autour de lui assez largement. Donc la limite de l'évaluation, voilà, c'est un cas qui pose problème. Alors, celui-ci, c'est pas mon préféré, mais c'est celui qui me fait le plus marrer. En fait, on va parler de Tyrese Haliburton, qui est donc dans le DH20. Il était 26e chez les auditeurs en 2023. Petite précision, j'ai pas précisé pour Victor parce qu'il n'était pas là. En fait, il y en avait qui l'avaient mis l'année dernière, Victor, mais il n'était pas vraiment en NBA. Du coup, je reprends. Tyrese Haliburton était 26e chez les auditeurs en 2023, 21% des votes. Il était 19e cette année, du coup, en 2024, 57% des votes. Grosse progression. Il est 20e chez moi, 18e chez Constant, 18e chez Madiane, 16e chez Tom, je l'ai dit, il est 19e chez les auditeurs, mais ne manquerait-il pas une personne ici? Adrien, tu n'as donc pas Tyrese Haliburton dans ton DH20? Je suis le vilain de l'histoire. Non, mais effectivement. Il a Lillard et pas Haliburton. Ouais, je vous laisse. Voilà, exactement. Bon, après, je vais dire, Tyrese Haliburton était pas loin. C'est un nom que j'ai couché assez rapidement au début. Tyrese Haliburton est victime du fameux biais de récence dont on parlait. C'est-à-dire que c'est vrai, il a tout un tas de qualités d'option 1. Alors, on reparlera du fait que c'est une option offensive dans une équipe offensive, ça aide un petit peu, mais il est le principal facteur du fait que cette équipe soit offensivement... C'est incroyable, on parle bien sûr des Pacers. Par contre, vraiment, là, c'est quand je commence à classer, là, donc c'est options 1 de deuxième, troisième tiers quand on arrive dans ce bout de DH20 là. Je suis désolé, quand tu te caches derrière Nembhard dans le clutch, c'est rédhibitoire. Quand tu fais des fautes professionnelles, ce game 1 des finales de conférence face aux Celtics, cette dernière minute, alors que tu es censé être le gestionnaire et un très bon gestionnaire de NBA vendu tout au long de l'année, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. C'est là où il est parti, il était dans la discussion, j'ai fait, allez, c'est bon, toi, t'as perdu. Donc voilà, c'est un peu sévère, je l'entends tout à fait, mais là, pour un meneur de jeu, de formation, de métier et de renommée maintenant tout au long de la saison NBA, cette fin en autre boudin, on va dire ça comme ça, a été sanctionnée chez moi par une absence du top 21. Bon, il n'était pas très très loin derrière, je ne vous cache pas que je ne suis pas choqué non plus qu'il soit présent dans le DH20 2024, mais voilà, il faut affirmer parfois ces petites convictions. Moi j'ai celle-ci, je suis désolé, tu as été sauvé par le nez d'Andrew Nembhard. Quand même, c'est pas sérieux. Alors, 2 observations. Constant a une tête grotesque actuellement depuis le début de l'intervention d'Adrien. Deuxième chose, Constant a envoyé un petit message sur la conversation ce matin. Je pourrais dire 2 mots sur Haliburton. Donc, vas-y, Constant, Haliburton. Adrien a dit beaucoup de choses. Alors déjà, reprocher les playoffs de Tyrese Haliburton quand on a mis Damian Lillard dans son DH20. Reprocher à Tyrese Haliburton de se cacher derrière Andrew Nembhard quand Damian Lillard a besoin de Chris Middleton qui revient de sa pause annuelle de 6 mois due à une blessure. Non, mais blague à part, je dirais 2 choses. Tyrese Haliburton souffre du fait d'avoir joué blessé. C'est-à-dire que si Tyrese Haliburton n'avait pas joué blessé, il serait plus haut dans le DH20. J'aime pas cet argument. J'aime vraiment pas. Il aurait été moins riche. Non, il aurait été moins riche. Cette question, il a choisi de jouer blessé. Tu prends en compte le niveau. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est un fait. C'est un fait. C'est la première partie de saison. Mais c'est comme les combattants de MMA qui perdent le combat et qui disent j'étais blessé, c'est pour ça que j'ai perdu. Oui, du coup, le fais pas le combat. Enfin, c'est facile. Il voulait ses sous. Écoute, il voulait ses sous. Toujours est-il que la première partie de saison de Tyrese Haliburton avant sa blessure, c'est pas 18e du DH20 et ça frôle le top 10. En tout cas, de mon côté, ça frôle le top 10. Et toujours est-il que tu as plusieurs trucs. Il souffre de plusieurs choses, donc d'avoir joué blessé, du départ de Buddy Hield qui a changé la géométrie du parquet pour lui, et il souffre d'un deuxième truc pour moi, c'est pourquoi il n'est pas plus haut, ça manque de volume en attaque. Le volume au scoring en attaque n'est pas suffisant. Et je pense que pour lui, c'est peut-être parce qu'il a déjà la capacité de pull-up, il a déjà le playmaking élite. Défensivement, c'est une passoire, mais bon, ça, c'est le cas, on va dire, de pas mal de guards qu'on a cités. Mais je trouve que ce qui manque, c'est... Là, pour le coup, je vais pas du tout nier ce que tu as dit, Adrien, même si j'en ai un petit peu rigolé, mais le manque de prise de responsabilité en playoff est quand même un petit peu embêtant, même s'il y a plusieurs matchs, notamment lors de la série face aux Knicks, où il fait une bonne première mi-temps, puis en deuxième, il disparaît complètement. Et pour moi, c'est le palier qu'il doit encore franchir, c'est
plus gros volume au scoring parce qu'on est dans une ère où même les playmakers de grande qualité et de grand volume sont aussi des joueurs qui ont un gros volume au scoring. Responsabilité, c'est le mot. Hein. Tu l'as dit, je pense que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand son équipe avait besoin de lui, il y a certains moments où on a besoin qu'il passe ce step, où il devienne le scoreur vers lequel tu peux te tourner. Alors, il y a eu Pascal Siakam qui a fait de très bons playoffs, qui a servi à ça, mais il y a des moments, tu sentais que les Pacers avaient envie de se tourner vers Haliburton, qui n'a pas su prendre ses responsabilités encore, en tout cas. Tom, un mot sur Haliburton. Je vous avoue que je suis extrêmement stratégique. J'ai déjà fait ça une année dans le DH20. Je ne donne pas mes billes sur Haliburton cette année. Je les garde. Parce que moi, quand j'entends qu'Haliburton aurait été top 10, là, c'est moi qui fais quelques grimaces, Constant. Mais je garde ça pour l'année prochaine. Tom. Moi, c'est un joueur que sur la première partie de saison, un peu comme Constant, je trouve que une valeur qu'on peut aussi retrouver chez Jamorant, c'est sa capacité à générer de la transition avec et sans ballon. C'est quelque chose que, d'un point de vue structurel, on a parlé dans le podcast sur l'efficacité. Effectivement, plus tu prends des tirs tôt sur l'horloge, plus tu as des chances d'être efficace. Et dans une équipe d'attaque, prendre les tirs où tu as le plus de chances d'être efficace et prendre les tirs tôt, ça te permet de jouer sur cette notion d'efficacité, hein, globalement. Hein. Ça te permet de jouer sur cette notion-là. Et je trouve que c'est le fait de pouvoir jouer quand il est sur le terrain un grand pourcentage des possessions en transition, qu'il porte la balle ou qu'il ne la porte pas, ou par exemple qu'il fasse sa passe en avant, tout ça. Je trouve que c'est une valeur structurelle importante qu'il a apportée. Et il y a cette notion de playmaking, cette notion aussi de propreté avec tout le playmaking qui est généré. Et contrairement à certains autres joueurs qui sont à peu près dans le même tiers, hein, par exemple si on prend par exemple le cas de Jalen Brunson, il fait pas de perte de balle parce qu'il essaie pas trop de passer la balle non plus. Voilà, c'est ça aussi. Aide. Là où Tyrese Haliburton, on le regarde jouer, il y a beaucoup de prise de risque, il y a beaucoup de, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de créativité offensive dans son jeu. Alors oui, comme on l'a dit, défensivement, c'est quelqu'un qui est assez problématique, hein, que ce soit on-ball ou off-ball, même si il a un peu il a le QI basket pour parfois bien se placer, il a assez une bonne longueur de bras pour faire tout ce qui est déflexion, ce genre de choses. Mais en termes de générateur d'attaque cette saison, je trouve que ça a été l'un des meilleurs de la NBA. Et comme le dit Constant, on a besoin de plus de volume au scoring principal. Moi, j'aurais eu besoin d'un peu plus de volume au scoring pour le changer de tiers littéralement. Mais voilà, c'est ça pour moi qui a fait la différence. Madiane, je te laisse le choix. Est-ce que tu parles d'Haliburton ou est-ce que tu veux enchaîner sur le joueur qui se classe 17e? Je voudrais rajouter un mot, c'est justement dans la pondération de Haliburton, c'est un joueur qui me pose souci parce que apport offensif, apport défensif, il faut toujours se le pondérer et clairement, on va pas revenir sur ses problèmes défensifs, mais moi j'ai été assez insatisfait de ses playoffs dans leur globalité parce que quand tu écartes la série face à des Knicks, quels Knicks en fait ils ont affronté, enfin faut en parler aussi du contexte dans lequel cette série s'est jouée. Moi j'ai pas été archi impressionné. Quand t'écartes en fait la série des Knicks, moi j'ai pas été extrêmement satisfait. Alors oui, il a des circonstances effectivement très défavorables à partir de janvier, mais au bout d'un moment, moi je peux pas juger trop sur la théorie. Donc je me suis limité, je l'ai mis parce que je pense qu'il y est, mais j'arrive pas à le mettre beaucoup plus haut parce que très vite, sa saison est trop un point d'interrogation pour aller plus haut. Alors évidemment, a priori, si tout se passe bien, il pourrait être plus haut l'an prochain. Mais tant que je ne l'ai pas vu, j'ai du mal à vraiment me projeter sur très haut. Et je pense que ces limitations aussi font qu'il a un plafond, à mon avis, dans ce classement. Et que franchement, le top 10, c'est un plafond vraiment dur à éclater. Et j'ai du mal à l'envisager dedans à date. Là, tu vois, quand on voit Lillard, l'an dernier qui fait une saison historique et qui est quoi, 10e ou 11e, quelque chose comme ça. Sauf que combien de joueurs ont plus de 35 ans dans ce range-là? Ou combien de joueurs ont plus de 32, 33 ans dans ce range-là aussi? C'est ce qu'on dit depuis 2021. Ouais, mais tu vois, James Harden par exemple baisse, donc t'en as qui vont de facto, enfin dans 2 ans,
Oui, La théorie de Jason Tatum. Mais est-ce que ça signifiera pas beaucoup plus sur la baisse de niveau élite qu'il y a dans la NBA que la hausse du niveau qu'est Haliburton? On verra. Et faut beaucoup se méfier des mecs qui font des sauts au-dessus. Hein. Par exemple, type Victor. Alors, on va pas avoir des prospects comme Victor tous les ans, hein, bien évidemment, mais il y a des mecs qui font des jumps aussi. Donc, ta place dans la hiérarchie, elle est pas assurée. Enfin, c'est rare les joueurs, quand on a 50 DHV maintenant, les joueurs qui grattent 2 places, ils existent pas en fait. Soit tu fais des sauts de tiers, soit tu restes plus ou moins où t'es. En fait, je pense par exemple à Jokic Embiid, qui était en gros au même endroit, première édition du DH20, saut de tiers. Ils ont passé un step en même temps que certains ont peut-être descendu. Voilà. Contre-exemple, c'est Tatum, comme disait Tom. Tatum qui bouge pas trop en fait, les gars. Enfin, bref, gardons-le. Il y a 2 sauts de tir pour chez, voilà, spoiler. Eh bien, terminons avec... J'ai reçu beaucoup de colibés, donc je suis bien heureux de terminer par ce joueur, c'est Bam Adebayo, qui se classe 17e de ce DH20. Il était 16e l'année dernière, petite chute d'une place. Au niveau des auditeurs, mais il a gagné beaucoup de crédits, Bam Adebayo. Il était 25e l'année dernière avec 27%, présent sur 27% des bulletins. Il est 21e cette année, présent sur 44% des bulletins. 17e chez toi, Adrien, 16e chez moi, 14e chez Madiane, 15e chez Tom. Madiane, tu es plus haut, je reviens vers toi. Pourquoi ce magnifique joueur qui est Bam Adebayo est donc rentré dans ton DH20? Eh ben parce que je trouvais qu'à force, dans les classements, je le respectais pas assez. Alors, Tom a parlé de fuck la feuille de stats, et c'est un peu ce que j'ai fait par moment, et je me suis concentré en fait sur ce qu'il faisait de très bien sur le terrain, et c'est un peu le truc qui est intéressant dans l'équipe où il est, c'est une équipe où les 2 meilleurs joueurs font des choses qui effectivement sont très dures à lire statistiquement, mais je trouve qu'il est essentiel, mais vraiment essentiel à la réussite. Je pense que la vie de cette équipe repose beaucoup sur lui. Et j'avais parlé du fait que je me suis un peu plus concentré sur est-ce que tu es important pour l'équipe où tu es, à quel point tu as de la valeur pour eux. Et je pense que Bam Adebayo a énormément de valeur pour cette équipe. Et ça l'a monté un peu plus que prévu parce que j'ai un peu plus bonifié la défense, un peu plus augmenté la valeur de ce que tu apportes pour l'équipe en général, et ça a donné cette passe un peu plus haut, et je pense que je respecte enfin un peu plus ce joueur parce que je ne l'avais clairement pas systématiquement dans mes anciens DH20, et je pense que c'était une erreur avec le recul. Constant, tu es celui de l'équipe qui ne l'a pas, alors pourquoi tu n'as pas Bam Adebayo dans ton DH20? Voilà le 22e. Voilà celui qui souffre d'être derrière Victor Wembanyama. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai vu vos classements, je me suis dit, non mais attends, peut-être que j'ai déconné sur Bam. Et en fait, ça va faire sauter certains joueurs au plafond, ou ça va faire sauter certains fans au plafond. Et pour moi, t'as une discussion qui se fait entre quel est le meilleur joueur à l'heure actuelle entre Victor Wembanyama et Bam Adebayo. C'est un débat. Et du coup, en fait, même si vous considérez que Bam est un meilleur joueur que Victor Wembanyama, pour moi, c'est 2 joueurs qui sont assez proches. Donc, comme je ne pouvais pas les dissocier, et comme il y a d'autres joueurs qui sont passés devant Victor, eh ben de facto, Bam, il se retrouve lésé et il se retrouve 22e. Mais c'est un joueur très bon. Moi, pourquoi je l'ai pas classé? Je pense qu'il y a 2 points. C'est que j'étais peut-être un peu plus focus sur l'efficacité que vous. C'est-à-dire que, pour moi, soit il fait pas assez de choses en attaque, soit les choses qu'il fait, il les fait pas assez bien. C'est-à-dire que l'efficacité, pour moi, est un défaut, même si le contexte de Miami est assez difficile cette saison, avec énormément de blessures, avec un Jimmy Butler qui est là, qui est semi-pas là, qui est pas là. Bref, mais il est à 25% d'usage, hein, donc il a un haut taux d'usage. Il est autour de Anthony Davis, il est autour de d'autres joueurs qu'on citera dans le DH20, mais l'efficacité est plus basse, par exemple, qu'un Anthony Davis. Et même au niveau de son passing, je trouve que c'est un très bon passeur, mais c'est pas un passeur avec un volume suffisamment important pour que je puisse le mettre un petit peu au-dessus du DH20, quand bien même je l'avais dans mon DH20 2023. Mais là aussi, il souffre du fait que t'as beaucoup de joueurs qui ont gratté un spot, t'as beaucoup de joueurs qui ont augmenté de niveau. Donc voilà, c'est pas un regret. Je pense que sa place est, voilà, il est 22e. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Même si 5 ou 6 places, ça commence à faire pas mal. Mais pour moi, il souffre de la comparaison avec Victor et du fait que j'ai classé d'autres joueurs devant Victor. Et un petit peu comme Tyrese Haliburton aussi, mais dans un autre registre, c'est que en attaque, le volume est pas assez important et il aurait été dans le DH20 peut-être soit en étant plus efficace,
soit avec un volume un peu plus important, notamment au niveau du playmaking. Mais ça reste j'en ai parlé dans la draft fantasy, ça reste un excellent joueur. Et là aussi, pas du tout protection de cercle, mais un des tout meilleurs défenseurs NBA. Je me permets de basculer, de réagir à ce qu'a dit Constant, parce que moi, ça a été une de mes grandes interrogations du DH20, c'est Bam versus Victor. Et en fait, c'est même un trouble. Moi, c'est Bam versus Victor versus le joueur qui est entre les deux. Vous verrez, parce que moi, je ne peux pas mettre le joueur qui est entre les deux au-dessus, en fait, pour des raisons qui seront expliquées dans l'épisode suivant. Voilà, c'est le premier joueur de l'épisode suivant. Spoiler, teasing. Donc, je ne peux pas le mettre, et c'est peut-être le point sur lequel je suis le plus en désaccord avec toute l'équipe d'Unkebdo, même les auditeurs. Donc, en fait, du coup, comme je suis parti du principe que je mets quand même Bam au-dessus de Victor, et ça s'est joué à très peu. Pourquoi ? Première chose, il y a une baisse au niveau de l'efficacité, mais Spoelstra en avait parlé. C'est parce qu'en fait, il y a eu une modification de rôle parfois au cours de la saison de Bam, et donc Bam dans ce qu'il fait. Et c'est là où l'exercice des H20 est un peu difficile, c'est qu'il faut retirer le joueur du contexte, parce que tu l'as dit, le contexte Miami est difficile. Je pense pas que le contexte Miami permette à Bam de s'exprimer en pleine possession de ses moyens. Cependant, pour moi, ça montre, ce contexte Miami, que c'est un peu un des prototypes option 1 défensive, option 2 offensive, même si le 2 serait pas trop dans du scoring, mais dans beaucoup de choses. Alors moi, je donne beaucoup de valeur à l'idée de faire beaucoup de choses bien dans le contexte de Bam, parce que je considère que de l'autre côté, il fait quelque chose d'extrêmement bien, capacité à switcher, capacité à défendre sur les extérieurs, ce qui est vraiment extraordinaire. Dernière chose par rapport à Bam, je sais, là j'extrapole, par contre là j'avoue j'extrapole, les brides de tir, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je sais pas. Tom, je vois que Bam, je l'ai tous les ans, donc forcément, je vais dire des dingueries. Mais les brides de tir, j'attends de voir cette année. Parce que moi, les brides de tir, Bam, ça fait 5 ans que j'ai dans mon DH20. Il y a un moment, je parle des places précaires. Il y a un moment où je vais devoir vraiment justifier qu'il soit là autre par mon amour totalement démesuré pour ce joueur. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait peut-être cette notion de tir qui rentre en cause. Mais pour moi, c'est un joueur que j'ai du mal à sortir de là parce qu'il répond à un prototype que j'adore. En deuxième meilleur joueur de ton équipe, c'est pratiquement parfait. Ou en tout cas, c'est un des meilleurs que je peux mettre dans ce classement-là. Donc, j'ai du mal à le sortir. Adrien, Tom, on vous a pas entendu sur Bam. Je crois que je fatigue, donc je crois que c'est vous qu'on n'a pas entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Je fais une phrase rapide avant de laisser Tom aussi. Bon, je suis d'accord avec vous que le Victor Bam, c'était la question. Moi, j'ai Bam juste derrière Victor. Au final, j'ai fini par trancher comme ça. Et pourquoi il est 17 et un peu plus haut que la majorité, on va dire, que le DH20 général. Parce qu'en fait, c'est le dernier avant le montier des punis, comme je disais. C'est-à-dire que je ne pouvais pas considérer Bam Adebayo derrière des joueurs que j'avais envie, entre guillemets, de sanctionner, mais que je n'ai pas voulu trop sanctionner, ils sont encore dans le DH20. Bam Adebayo, comme tu l'as dit, Ben, en plus, il a dû parfois prendre un costume qui n'est pas forcément le sien, mais ça reste un joueur quand même qui montre qu'il est capable, alors peut-être à un moment avec certaines limites, de prendre l'option 2 offensive, comme tu disais, même s'il fait d'autres choses que le scoring, peut-être qu'il y a certaines limites, mais qui est capable quand même d'endosser plusieurs costumes. Défensivement, c'est excellentissime. Bref, voilà. Bam Adebayo, pour moi, pareil, peut-être qu'on a un biais sur ce type de joueur, mais voilà, il est là. Et par contre, je trouve ça assez fou que tu l'aies mis quand même devant l'autre joueur dont on parlera dans le prochain épisode. Ouais, c'est parce que c'est un meilleur joueur. Mais bref, oui, Tom, à toi. Vous avez parlé des différents costumes de Bam Adebayo. Cette année, il a eu le costume un peu de Cole Matter, en fait. C'est lui qui, avec les absences de Jimmy Butler, Constant en a parlé, enfin vous en avez tous un petit peu parlé, là, cette notion d'efficacité. C'est clair que le fait que les trades pour les joueurs les joueurs offensifs qui étaient censés être au-dessus de lui dans la hiérarchie de l'équipe, ont tous eu des problèmes dans la saison. On a eu Jimmy Butler qui a eu voilà, Damien Lillard Damien Lillard qui n'est pas venu finalement. Il n'est pas venu. Voilà, Jimmy Butler qui a été bon quand il était là, mais qui n'a pas été bon qui a pas été là assez souvent. Tyler Hero qui a eu des problématiques de blessures. Terry Rozier quand il est arrivé qui s'est pété. Donc voilà, tout ça en fait, tous les joueurs qui étaient là pour justement faire en sorte que Bam Adebayo ait plus à se concentrer sur d'autres choses et à être le joueur, à jouer son jeu habituel. Là, il a dû à chaque fois changer de costume, et c'est pour ça que je trouve que statistiquement la saison qu'il a fait n'est pas les statistiques ne font pas honneur à la saison qu'il a faite. C'est pour ça que j'ai jeté les feuilles de stats. Oui, Constant, le mot de la fin. Si je peux rajouter un tout dernier point, moi un truc qui m'inquiète entre guillemets autour de Bam Adebayo, c'est que c'est un joueur qui perd en efficacité
chaque saison depuis 4 ans, quand bien même son pourcentage de paniers assistés ne varie quasiment pas. Donc moi, c'est un point où je le dis à surveiller quand même, parce que l'an dernier, il était efficace, l'année d'avant, il était encore plus, l'année d'avant encore plus. Finalement, si on prend le pourcentage de paniers assistés, il passe de 65 à 58. Donc ça ne justifie pas une telle perte d'efficacité, les 7 points de pourcentage d'écart. Les zones de tir. Les types de tir aussi. Voilà. On a parlé dans le pull-up à podcast sur mi-distance. l'efficacité. Les Voilà, pull-ups c'est à ça. mi-distance. On va conclure là-dessus. Bam, je pourrais faire un plaidoyer pour Bam, mais on va se calmer. On a parlé de Bam Adebayo. Donc, c'est la fin de ce premier épisode du DH20. Donc, rappelons le classement. On s'est donc arrêté à la 17e place. On a donc 21e cette année, Ja Morant du DH20. 20e, Jaylen Brown. 18e, Victor Wembanyama. Première dans le DH20 pour lui. 19. 18e. 19. Je reprends. 3, 2, 1. Ja Morant, 21e. 20e, Jaylen Brown. 19e, Victor Wembanyama, première pour lui dans le DH20. 18e, Tyrese Haliburton, première pour lui dans le DH20. 17e, Bam Adebayo. Pourquoi s'est-on arrêté à la 17e place? C'est simple, c'est qu'en termes de points, il y a un vrai gap. Pour vous donner un ordre d'idée, on passe de 22 points et demi à 39. Et ensuite, ça nous donne 39, 41, 45, 46, 48. Donc, vous voyez qu'il y a un groupe qui se détache clairement et que le joueur 16 a été teasé. Et c'est peut-être la discussion que j'attends le plus du DH20, le joueur 16. Donc, ça, c'est un teasing pour la semaine prochaine. En tout cas, merci Adrien, Constant, Madiane et Tom. On est lessivés, il est tard, beaucoup de réflexions. La présentation du DH20, je renvoie à Adrien, c'est horrible, je sais plus comment je m'appelle. Donc en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais vous renvoyer vers les applis de podcast où vous pouvez vous abonner, sur YouTube également, et puis sur Twitter pour suivre la suite du DH20. Nous, on prend un peu de repos, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du classement. Salut! Merci Ben. Salut. Salut.